Dragon Slayer est une académie qui existe dans le jeu vidéo préféré de notre garçon. Le jeu a ce décor typique où vous vous efforcez de devenir un Slayer éminent et de servir l'humanité en éradiquant la menace de ce royaume infesté de monstres. En battant des monstres et en accomplissant diverses quêtes, vous pouvez améliorer votre personnage en jeu pour qu'il devienne une force capable de rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Et c'est exactement ce que notre garçon aime dans son jeu. Il s'est démené et a élevé ses héros à des sommets sans précédent. Après avoir littéralement élevé 1000 étudiants PNJ au rang S, le système lui propose une quête spéciale, une quête exclusive à laquelle lui seul a pu accéder jusqu'à présent. Avec la quête étiquetée rang X, il va sans dire que le butin qu'il va amasser de cette quête sera aussi de rang X. Cela semble lucratif car il peut améliorer ses héros au niveau X, surtout que le rang S était le plus élevé que l'on pouvait atteindre jusqu'à maintenant. Dès qu'il commence la quête, il se retrouve transmigré dans le jeu Dragon Slayer Academy. Contrairement à beaucoup d'histoires de transmigration, ce type n'est même pas choqué ou confus de savoir comment il est entré dans ce monde numérique. C'est comme si se faire aspirer dans les jeux qu'on aime était quelque chose qui arrive tous les mardis. Quoi qu'il en soit, il vérifie ses statistiques, et comme prévu, elles sont actuellement à 0. Pas de compétences, pas de traits, pas d'équipement, littéralement rien. Puis il est invité par un autre message du système. Il a reçu quelques traits spéciaux et exclusifs pour sa première transmigration dans le jeu. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce que ces traits font exactement, mais espérons le découvrir bientôt. Il espère que ces traits l'aideront à farmer, à monter de niveau et à devenir l'incarnation de la force comme il l'était avant. C'est là que le jeu commence officiellement. Une autre fenêtre du système l'invite à se préparer pour le tutoriel. Il devra survivre pendant 10 minutes, et en récompense, il recevra le kit de nouvel étudiant de la Dragon Slayer Academy. Cela lui met un sourire au visage car survivre contre des mobs de bas niveau ne pose même aucune menace. Tout ce qu'il a à faire est d'éviter d'attirer l'attention de ces mobs et de laisser passer les 10 minutes. C'est une stratégie qu'il a utilisée dans le passé, mais il ne sait pas que Bro va avoir une grande surprise. Les grognements et les pas lourds ne peuvent pas provenir de mobs de bas niveau. Dans le ciel, il y a littéralement 2 dragons qui se battent. Bien sûr, il accélère à travers la forêt avant de perdre son pauvre cul dans les dommages collatéraux. Il n'arrive pas à croire ce dont il vient d'être témoin. 2 boss de rang S juste pour une simple quête de tutoriel, c'est ridicule. Peut-être que cette occurrence sans précédent est due au niveau de difficulté étant X. Pendant ce temps, le dragon de feu utilise une de ses capacités magiques et est sur le point de libérer un torrent de feu massif. L'intensité de l'attaque est si élevée que si notre garçon ne quitte pas cet endroit, il sera incinéré sur le coup. C'est alors qu'il se souvient de ses traits spéciaux qu'il a reçus et décide d'en utiliser un, celui qui a été surnommé copie. Comme son nom l'indique, copie vous permet essentiellement de copier temporairement les traits et les compétences des autres. Mais pour copier une compétence avec succès, vous devez examiner de plus près cette compétence particulière. La deuxième exigence pour copier une compétence est que vous devez d'abord identifier le nom et le rang de la cible. Mais étant l'ancien champion de ce jeu, remplir la deuxième exigence n'est pas si difficile pour lui. Et sans plus attendre, il copie le trait de la cible connu sous le nom de résistance élémentaire. Avec l'aide de cette compétence de résistance élémentaire, il évite de se faire brûler. Ce serait formidable s'il pouvait aussi empocher une compétence, mais il ne peut actuellement pas en utiliser en raison du manque de mana circulant dans son corps. Soudain, il remarque le vent souffler vers l'arrière, le tout grâce à ce dragon de feu qui est sur le point d'expirer un torrent de feu massif. L'autre dragon avec des traits d'électricité se prépare également à une attaque de souffle massive. Sentant le danger, notre garçon commence à courir dans la direction opposée avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Les attaques de souffle sont les mouvements emblématiques des dragons. Même avec sa résistance élémentaire, le risque de se faire cuire vivant plane toujours s'il se fait prendre dans le pétrin. Alors qu'il s'enfuit, les 2 dragons libèrent leur force, provoquant une explosion massive. À ce moment-là, le compte à rebours de 10 minutes est terminé, ce qui a entraîné l'achèvement de la quête avant qu'il ne soit cuit vivant. En récompense, il a reçu l'uniforme de la Dragon Slayer Academy, une carte d'étudiant ainsi qu'un billet de train. Pour le tutoriel 2, il doit monter à bord du train pour se retrouver à la Dragon Slayer Academy. La scène passe rapidement au train prêt à partir pour la Dragon Slayer Academy. Avec l'afflux important d'étudiants qui s'inscrivent, le train est bondé et il n'y a pas de siège disponible. Alors l'un des étudiants avec un katana demande à un passager de l'accommoder dans la cabine. Mais la seule réponse que le gars au katana reçoit est un silence de mort d'une fille qui dort profondément sans se soucier du monde. À ce moment précis, notre garçon monte aussi dans le train, espérant avoir lui aussi un siège libre. Le gars au katana souligne timidement à quel point cette fille qui dort là ne semble pas d'humeur à répondre. À ce moment-là, la fille en question se réveille de sa torpeur. Notre garçon insiste pour qu'elle partage son espace libre, et la fille semble plus que disposée à satisfaire sa demande. Alors qu'il s'installe, il se présente comme Kimo avant de la remercier pour ce geste gentil. La fille rend la salutation et se présente comme Coyin. Et quant au type avec le katana, il se sent complètement dévasté de voir l'injustice de ce monde. Il n'a pas eu la permission, mais notre garçon oui. Même si personne ne l'a demandé, il s'est présenté comme Goyinwa. Et une fois de plus,
La seule chose qu'il obtient en réponse de la part de COYIN est un silence de mort. Quoi qu'il en soit, il s'installe lui aussi et prend sa place, reconnaissant de cette opportunité. Kimo interroge Yinho sur la raison de son retard pour prendre le train. Le gars au katana révèle comment il a vu 2 dragons en chemin, une vue si magnifique qu'elle lui a presque fait oublier son objectif principal de la journée. Eh bien, mon gars se souvient aussi avoir vu ces 2 monstres, mais son expérience n'a pas été si agréable, quelque chose qu'il préférerait éviter de se rappeler. Le train commence enfin à bouger. À propos de cette Dragon Slayer Academy, c'est l'endroit où notre garçon revenait à chaque fois qu'il élevait un nouveau héros. Donc il connaît essentiellement tout sur cet endroit, comme sa poche. C'est en partie la raison pour laquelle il n'est pas vraiment excité de visiter cette académie car il n'y a rien de nouveau à explorer, ou du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il monte dans le train. Les étudiants dans sa cabine, ainsi que les autres étudiants et le personnel du train, Kim ne se souvient pas en avoir vu aucun d'entre eux. Ce sont des gens totalement inconnus et nouveaux, pas des PNJ aléatoires dont il se souvient. Bien que ce monde partage de grandes similitudes avec le jeu qu'il connaissait autrefois, la distribution est complètement différente. Cela signifie également que les événements et les quêtes à venir ont également été modifiés. Alors, en parcourant le jeu, il veut rester prudent face à l'inconnu. En ce moment, ce qui l'ennuie le plus, c'est les regards vides qu'il reçoit de la fille à côté de lui. À propos de YIN, elle possède ses yeux spéciaux qui peuvent transformer n'importe quoi en statistiques et en données compréhensibles qu'elle peut utiliser. Par exemple, elle peut voir à travers toutes les statistiques ou tout ce qu'elle a besoin de savoir sur ce gars au katana assis en face d'elle. Elle peut voir que ce type est juste votre Joe moyen avec des traits médiocres. Mais quant à notre garçon, ses statistiques sont incompréhensibles. Peu importe combien elle le regarde, elle ne parvient pas à comprendre quoi que ce soit sur sa force, ce qui le fait ressortir. C'est exactement pourquoi elle le regarde avec une expression perplexe sur son visage. Elle se souvient comment son manager lui a dit d'être toute chaleureuse et gentille avec quiconque l'intéresse. De cette façon, elle peut se rapprocher d'eux. Alors, prenant ce conseil à cœur, elle sort sa valise contenant des affaires importantes et des collations qu'elle a apportées pour le voyage. Dans une tentative d'apparaître gentille et de se rapprocher, elle lui offre un de ses biscuits. Bien sûr, Kim est naturellement déconcerté par ce geste soudain et inattendu venant d'elle, mais dire non serait considéré comme impoli, alors il prend le biscuit. Pour entamer davantage une conversation, il lui demande avec désinvolture si elle les a fait cuire, et la fille répond par l'affirmative. Maintenant, cela explique pourquoi le goût est assez moyen. Kim tourne ensuite son attention vers Yinho et l'interroge sur l'épée longue particulière reposant à côté de lui. Le gars au katana est très fier en révélant que cette chose est une relique sacrée appartenant à sa secte martiale. La raison pour laquelle elle est emballée comme ça est qu'il ne s'est pas encore qualifié pour briser son sceau, il l'a donc laissé emballer. Jusqu'au jour où il deviendra digne de ce katana, il utilisera cette épée de fer de rechange comme substitut. Alors qu'ils ont leur conversation, un gars aux cheveux blonds fait irruption de manière impromptue. Son humeur optimiste et son grand sourire altèrent totalement l'ambiance de la cabine. Lui aussi est tombé ici en cherchant un endroit pour s'asseoir. Kim n'aime pas particulièrement les gars bruyants, et ce gars en particulier semble un peu louche. Il sait déjà que ce type n'est pas là pour chercher un siège, alors il veut qu'il révèle ses véritables intentions. Le gars en costume se sent un peu mal à l'aise après que ses mensonges ont été mis à nu. Il sort une carte de visite de son manteau et se présente comme Shine Byun CHUL. Il vend des services de course à ses clients ainsi que d'autres services dont une personne moyenne aurait besoin au quotidien. Il promet de vous trouver n'importe quoi pour le bon prix, bien sûr. Notre garçon exprime son scepticisme, mais ce cravate serpent continue de prêcher les mérites de ses services. Kim a déjà percé à jour ce type louche qui gère cette affaire louche en secret. Même maintenant, ce type est poursuivi par les autorités pour avoir fait la promotion de son commerce illégitime. Tout au long de son argumentaire, il jetait sans cesse des coups d'œil à l'extérieur, comme s'il était en difficulté et poursuivi par quelqu'un. Le type nie ses accusations et essaie de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, il est effectivement déjà trop tard. Le comité de discipline s'est présenté ici pour prendre les mesures nécessaires contre ce type. Le type sait qu'il est foutu. À propos de ce comité de discipline, c'est un groupe formé par les étudiants eux-mêmes qui s'occupent de l'ordre et de la loi au sein des murs de l'académie. Oui, le même comité de discipline qui détient plus de pouvoir que le gouvernement lui-même. Ces types ne perdent pas de temps à faire étalage de leur autorité et à exiger que ce type d'affaires remette les trucs illégitimes qu'il n'est pas censé transporter ici. Le pauvre type essaie de se défendre, soulignant à quel point son infraction est négligeable, mais il est traité comme un putain de tueur en série cannibale en laisse. La chef du comité de discipline pénalise immédiatement le pauvre type avec un choc électrique pour ne pas avoir suffisamment coopéré. C'est une mage de type foudre, ce que Kim trouve très spécial et unique chez elle. Après tout, les mages de type foudre ne sont pas faciles à trouver. Assez curieusement, il a l'un des emplacements de compétences de copie vide, ce qui signifie qu'il a l'opportunité parfaite de saisir sa compétence pendant qu'il en a le temps. Alors Kim décide de donner une meilleure utilité à ce cookie insipide. Il le jette promptement sur le sol, prêt à l'utiliser comme levier contre le comité de discipline. Pendant ce temps,
la chef du comité de discipline prévoit déjà de passer à l'étape suivante maintenant que ce type louche a une fois de plus refusé de coopérer. La seule option qui lui reste est de le maîtriser de force et de lui confisquer tout. Elle lance un éclair en forme de colibri, prêt à pénétrer le corps du pauvre type. Alors qu'il semble que ce type va se faire avoir, Monga tend la main et attrape cette attaque éclair avant qu'elle ne puisse atteindre la cible. Bien sûr, cela laisse la dame de la discipline dans un émerveillement absolu. Monga, pendant ce temps, sort de la cabine en se plaignant de la façon dont le remue-ménage causé par le comité de discipline lui a fait tomber son joli cookie. La dame n'a aucune idée de ce que ce clown raconte. Alors que Monga a déjà réussi son objectif principal, il a acquis sa compétence magique d'attribut de foudre connue sous le nom de colibri. Notre garçon parle de la perte de son compagnon bien-aimé et le plus précieux qu'un homme puisse demander, un cookie. Avec la vie du cookie ruiné, il blâme les membres ennuyeux du conseil étudiant d'avoir également gâché sa journée. L'un des membres du conseil ne prend pas son excuse à la légère et pense que c'est une raison ridicule d'essayer de les interrompre. Le Jésus coréen ici présent veut apparemment en venir aux mains et menace de faire du mal à notre garçon. En réponse, Yan-Woo sort également son épée, déclarant que s'ils doivent faire cela par la manière forte, alors il n'hésitera pas à les traiter en conséquence. Avec les deux parties dans une impasse, nous obtenons un plan de base d'eux se regardant fixement, vous savez, pour voir qui va faire le premier pas. Décidant de résoudre les choses diplomatiquement, la chef du conseil arrête son subordonné impulsif et offre un coupon de dessert gratuit pour la perte inestimable de Kimo. Notre garçon est rapidement satisfait de cet échange, laissant Byung-Chul tout seul à nouveau. À vrai dire, il n'a jamais voulu lui sauver la mise au départ. Il voulait juste copier la compétence de foudre. Maintenant qu'il l'a, Bro a tout ce dont il a besoin avec un emplacement de compétence et un emplacement de trait rempli. Quelques instants plus tard, la présidente du conseil récupère l'objet que Byung-Chul a apparemment volé. C'est en fait une fichue perruque volée à l'un des employés de la station. Étant donné que Byung-Chul est un chien pour l'argent, il a fini par faire une farce sur commande. Même Kimo pense que c'est entièrement de sa faute. En partant, la jolie fille avertit notre garçon de rester prudent envers Byung-Chul et ses stratagèmes s'il veut ce qu'il y a de bien pour lui. Mais Kimo n'aime pas vraiment que les autres lui disent quoi faire et croit qu'il gérera la situation par lui-même. Le Jésus coréen avertit notre garçon et promet de se souvenir de son visage pour l'avenir. Et quant à Yan-Woo, il est occupé à enquêter sur le comité de discipline et apprend de Byung-Chul que ces types sont les meilleurs de toutes les élites. Leur actuelle présidente, celle qui a lancé le sort de colibri, s'appelle Song Shin-hee. Son nom est si reconnaissable en fait que Yan-Woo réalise qu'elle appartient à la célèbre famille Son, celle qui gouverne la tour Topaz. Cette femme, en dehors de sa beauté et de ses choix de tenues impeccables, n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter. Son grand-père est le seigneur du tonnerre Song Kyung-yoon. Et laissez-moi vous dire quoi, je ne connais même pas le type, et je suis déjà désolé pour le futur petit ami de Shin-hee. Quant aux antécédents des nuls qui la suivaient, ce ne sont pas non plus des inconnus. Parmi eux se trouve Jio Byok, un étudiant notable du roi du point. Ensuite, il y a Han So-men, un excellent étudiant de l'impératrice de l'épée elle-même. Enfin, il y a Ga Young-yohan. Et même si je me moque du type, il est en fait l'héritier solitaire du pavillon du Lotus d'Or. Après avoir présenté les membres du comité, Byung-Chul pense qu'il est temps pour lui de partir. Une fois qu'il est parti, Yan-Woo se tourne curieusement vers notre garçon, abordant toutes les preuves du sacrifice de cookie qu'il a réalisé. Il trouve étrange que Kimo se risque à se battre pour un seul cookie. Révélant la vérité, Kimo déclare qu'il est en fait venu pour vérifier la magie épique de la foudre utilisée par Shin-hee. Cette explication surprend Yan-Woo car il a vu notre garçon intervenir pour bloquer le sort de colibri, ce qui amène Kimo à interroger sa connaissance du sort. Réfléchissant pendant une minute, Yan-Woo réfléchit qu'il n'avait jamais vu une utilisation du sort auparavant. Et même après avoir vu une démonstration visuelle de celui-ci, il ne pouvait même pas voir le colibri de foudre libéré. C'est comme si l'attaque n'avait jamais eu l'intention de blesser sa victime en premier lieu, mais plutôt de l'étourdir sur place. Kimo entend son explication et est d'accord avec la moitié de ce qu'il a dit. Il continue de développer pourquoi on l'appelle le sort de colibri en premier lieu car il est inspiré par le schéma de vol unique de l'oiseau. Vous voyez, dans une démonstration typique du sort, sa performance dépend de la capacité du mage. Le fait qu'elle ait utilisé le colibri témoigne des compétences de Shin. Maintenant, si notre garçon était face à un mage professionnel, il n'aurait pas pu attraper le colibri car le lanceur serait facilement capable de manipuler le schéma de vol. Mais étrangement, au lieu d'altérer son schéma, il a fini par se faire prendre dans sa main. Cela ne signifie qu'une seule chose. Shin-hee a besoin d'amélioration en ce qui concerne son contrôle de sa capacité. À ce stade, Yan-Woo est vraiment impressionné par l'explication approfondie de notre garçon et sa fascination pour un sort. Au fait, il y a une autre observation que Kimo a faite lorsque le sort s'est déclenché. Il évalue que Shin-hee est talentueuse pour être capable d'utiliser une capacité de rang E avec seulement une statistique de force de rang D, impliquant davantage qu'elle a accès à un très fort et soulève même la possibilité qu'elle puisse être chargée de mana interne. En tout cas, Kimo pense qu'elle sera facilement à la hauteur de sa réputation de petite fille du Seigneur du Tonnerre. Se concentrant de nouveau sur Yan-Woo,
il est rapidement devenu un fan et un ami de notre garçon pendant leur courte période d'interaction l'un avec l'autre. Kimo pense que ce type exagère un peu, mais Yunho est assez sérieux à ce sujet et propose même de l'aider chaque fois que le type a besoin de son aide. Appréciant le geste, Kimo décide immédiatement d'utiliser cette opportunité et lui demande de l'accompagner. En même temps, il demande poliment une faveur soudaine pour emprunter une pièce d'argent. Dans la scène suivante, nous arrivons à l'endroit choisi par Kimo. Malheureusement, la machine est hors service. Et, oui, c'est une machine à sous car cet endroit était autrefois un casino. La machine semble délabrée et cassée aux yeux de Yunho, et pourtant Kimo est prêt à parier toutes ses économies dessus. En d'autres termes, la seule pièce qu'il a obtenue de Yunho. Au moment où il insère la pièce, au début, rien ne se passe, ce qui les fait se demander si elle est vraiment cassée. Mais soudain, la machine s'allume et s'active, déverrouillant un événement caché appelé la machine à sous cassée. Bien sûr, c'est quelque chose que Kimo connaît car il a déverrouillé tous les succès dans le jeu. Utilisant cela comme son ticket d'or, notre garçon tire le levier en arrière, misant sur le lancer. Mais à leur grande déception, la seule chose qu'il finit par obtenir à la fin est une bouteille d'eau. Oui, pas le bâton de destruction en bois ou l'épée fourchette inflexible ou même la technique américaine secrète appelée le fusil de chasse du fermier. Juste une bouteille d'eau. Yunho ne comprend pas ce que Kimo fait ici, tandis que notre garçon explique rapidement que ce qu'ils font viole directement les règles de l'académie car l'obtention de tout objet de la machine est considérée comme mauvaise. Cela fait réaliser à Yunho qu'il se tient essentiellement là comme un guetteur, tandis que notre garçon utilise le levier d'os à dos afin de récolter les récompenses de la machine. Il soupçonne également qu'ils iront bien car le comité ne passe généralement pas. Eh bien, ajoutons cela à un célèbre documentaire de dernière parole avant la mort. Parce qu'une seule seconde après, le membre du comité de discipline, Soman, vient rapidement vérifier ce qu'ils font. Soman leur rappelle les conséquences de l'utilisation de la machine, qui entraînera des pénalités. Il est clair que la situation s'est complètement inversée, ce qui incite notre garçon à demander à Yunho de l'occuper un peu. La jolie fille rappelle également au complice de Kimo qu'il sera lui aussi puni pour avoir aidé un élève à enfreindre les règles. Mais à sa déception, Yunho ne se soucie absolument pas des conséquences. En fait, il dégaine sa lame, intrigué de tester ses capacités contre l'élève de l'impératrice de l'épée. Soman décide également de se préparer au combat et apprend son nom. Sans perdre de temps en présentation supplémentaire, Soman se lance dans la bataille avec une puissante poussée initiale. Son attaque lourde est bloquée par Yunho, qui initie ensuite une contre-attaque. Cependant, Soman l'évite sans aucun problème. Après avoir maintenu une certaine distance, Soman canalise de l'énergie dans son arme et s'élance à une vitesse incroyable. S'élevant dans les airs, elle utilise tout le poids de son corps pour une frappe descendante. La force de son attaque est si puissante que Yunho utilise ses deux mains pour la bloquer. Kimo observe également le déroulement du combat, réalisant que Yunho manque cruellement d'énergie interne, ce qui nuit à ses performances dans le combat. En même temps, notre garçon ne veut pas que les choses se terminent trop vite car il est là pour le spectacle complet. Faisant un geste de la main vers l'épéiste, Kimo lui fournit un sort d'amplification qui fait passer le noyau magique de l'épéiste du grade E au grade C. Cependant, ce bonus a une limite de temps d'1 minute et une période de refroidissement d'1 heure également. Cette unique minute est le facteur décisif pour Yunho, qui a toujours du mal à suivre l'impressionnante invocation. La bataille continue alors que le chronomètre descend à 14 secondes, ce qui fait réfléchir Kimo sur le fait que les machines à sous sont généralement évitées en raison de leur nature de jeu inhérente. Cependant, il y a une information que personne parmi les joueurs ne connaît. Sa fonctionnalité secrète est en fait le déclencheur de jackpot garanti. Considérez cela comme un système de pitié lorsqu'il s'agit de votre jeu de gotcha moyen. Initialement, les joueurs commencent le jeu avec 5 pièces, et en ce moment, c'est le 5e et dernier tour de Kimo. Cette fois, cependant, il est sûr d'utiliser la pièce d'argent supplémentaire qu'il a empruntée à Yunho. Il s'avère que juste après la fin du 5e tour, le 6e tour confirme une garantie de jackpot. Ce n'est même pas une chance équitable, mais une chance garantie à 100% de toucher la meilleure récompense. La machine à sous finit par sortir la meilleure chose qu'elle ait à offrir, qui dans ce cas est le cristal de glace noire de Rancé. Le cristal est livré avec un danger potentiel qu'il pourrait causer la mort du joueur lui-même s'il est utilisé incorrectement. Quoi qu'il en soit, la situation devient problématique pour notre garçon car la méchante aux cheveux bleus est sur le point de le poignarder dans le dos. Cependant, Kimo était prêt à ça et savait que son compagnon de confiance interviendrait pour l'aider. Yunho finit par dévier le coup, mais au prix de briser son épée de fer. La durée arrive à son terme, mais au choc et à l'horreur de Soman, cet homme boit littéralement les cristaux de glace noire même après avoir lu le panneau d'avertissement. Immédiatement, le système initie un statut de gel sur son corps. Comme vous pouvez vous y attendre, Bro commence à s'étouffer comme cette scène satisfaisante où Joffrey est empoisonné dans Game of Thrones. Mais de manière intéressante dans le cas de notre garçon, le statut de gel continue de s'appliquer et de se supprimer, provoquant une boucle sans fin. Et seulement une seconde plus tard, Kimo se relève comme si de rien n'était, stupéfiant à la fois le membre du comité et Yunho. Peu de temps après cette scène, Yunho demande ce qu'il a consommé dans la fiole,
Ce à quoi Kimo répond que c'était un élixir de reconstitution de mana. Parlons davantage du 6e tour unique de la machine Asu. Lors de l'utilisation, il libère le cristal de glace noire, mais cette chose est sérieusement mortelle pour la plupart des débutants qui la rencontrent, entraînant une mort horrible. C'est si mortel qu'un morceau plus petit qu'un ongle suffit à geler tout votre corps en une statue. En gros, considérez cela comme la capacité de pétrification de Méduse, mais cette fois, vous consommez votre propre disparition. Aussi mortel que cela puisse être, Kimo souligne qu'il est l'exception à la règle. Pourquoi? C'est à cause de sa résistance élémentaire de rang S. Vous savez, l'échange qu'il a obtenu du dragon de rang S dans sa quête tutorielle. À cause de cela, son corps est maintenant entré dans une boucle sans fin d'application et de suppression du statut de gel, l'annulant complètement. Mais pas seulement ça. Il obtient également un accès facile à l'immense énergie après avoir consommé les cristaux. Quant à la façon dont il a géré le membre du comité, Bro a utilisé ses compétences de manipulation masculine de Gaslighting Pro Max pour la tromper avec une fausse explication. Quoi qu'il en soit, Yanho est assez satisfait de pouvoir aider notre garçon car cela l'a également amené à tester ses propres compétences contre l'élève de l'impératrice de l'épée. Kimo le remercie tout de même car il n'aurait pas pu réussir le 6e tour sans son aide. L'épéiste est très intrigué par la compétence d'amplification de Kimo qu'il a utilisée pendant le combat. Cependant, notre garçon le refuse et déclare qu'il ne peut pas l'utiliser quand il le souhaite, ce qui est en fait vrai à cause du facteur de refroidissement. L'explication de Kimo est juste car même Yanho comprend qu'une compétence aussi puissante doit avoir ses propres inconvénients. Quant à la Dormeusiane, elle comprend à peine leurs paroles. En parlant de ça, notre trio est sur le point d'atteindre sa destination appelée l'île du donjon, la dernière station du train. L'île du donjon est célèbre pour son nombre énorme de donjons, et c'était autrefois un endroit puant les criminels qui n'exerçaient aucune forme de loi. Tout a changé lorsque le tueur de dragons, le premier et le plus mémorable des héros, a marqué l'île de son empreinte. Tout d'abord, il s'est occupé de tous les criminels, puis il a conquis tous les donjons seul, et a finalement construit une ville en utilisant l'île comme fondation. Cette ville a conduit à la création de l'Académie des tueurs de dragons, l'endroit qui favorise la croissance de guerriers incroyables. Arrivant enfin à l'institution, Yanho est émerveillé par l'attitude de la foule. L'endroit est rempli à ras-bord de nombreux étudiants différents venant de tous les horizons. De manière inattendue, le trio finit par croiser Shinji, la chef du comité, qui veut revoir notre garçon dans son bureau. La scène passe à la réunion dans la salle du comité, un lieu d'interrogation connu pour être si effrayant que quiconque y entre ne revient jamais le même. L'interrogatoire commence par un contrôle corporel du comité après qu'il ait consommé les cristaux. Bien sûr, rien ne se passe car le statut de gel n'est plus là. Cela conduit le comité à douter de la légitimité de l'objet interdit en premier lieu. L'interrogateur C1, qui est également le chef du département d'interrogation, indique clairement que s'il ose désobéir au conseil, il sera puni comme il se doit pour la conséquence. Même si personne n'a été blessé cette fois-ci, ils ne seront pas indulgents avec notre garçon s'il finit par revenir ici une deuxième fois. Sur ce, la réunion se termine, au grand désespoir du chef du conseil. Le fait est que toute la situation semble louche du début à la fin. Ils ne comprennent pas l'intention de notre garçon d'utiliser la machine s'il ne visait pas à obtenir l'objet interdit. Et puis il y a le fait que le gamin l'a consommé devant leurs yeux, et au final, rien n'est apparu dans le rapport du scanner. D'après son observation, Shinji croit fermement que leur suspect a obtenu une sorte de compétence illégale, et elle recommande de vérifier ses compétences actuelles avec quelque chose appelé la loupe. C1 convient qu'il pourrait faire cela, mais souligne les problèmes qui surviennent lorsque rien ne se produit en conséquence. S'ils utilisent la méthode de la loupe, ils doivent être certains de leurs affirmations. Shinji réalise rapidement ses erreurs et s'excuse pendant que le seigneur lui dit de gérer les choses avec patience. Il lui recommande également de se dépêcher à la cérémonie d'entrée, sinon elle la manquera. Dans la scène suivante, nous avons notre garçon qui revient dans son groupe parmi les autres étudiants de première année. Il vient de terminer le tutoriel numéro 3 en assistant à la cérémonie à temps, ce qui le récompense de quelques pièces d'argent et d'un ticket de sélection d'armes. Même si c'est classé comme rang E, c'est mieux que de n'avoir rien du tout. Avec cela, il s'est également assuré un bon retour sur les pièces qu'il a perdues. Quoi qu'il en soit, la cérémonie d'entrée commence rapidement, mais elle ne donne pas exactement la meilleure impression qui soit. Vous voyez, le type qui vient représenter l'école semble être un drogué de bas niveau qui a l'air d'être payé pour parler. Apparemment, ce type était autrefois le chef de l'équipe principale de tueurs de dragons. En raison de la tradition, le directeur de l'académie est toujours sélectionné parmi les héros retraités qui ont servi sur le front. À son apogée, ce même type tenait une épée fantaisie et se tenait au sommet parmi les autres héros. Donc, à part son apparence, le type est plutôt fissuré. Hilarant, il est célèbre pour avoir été rejeté par une certaine sainte, et certains soupçonnent que cela s'est produit récemment aussi. Je pense que je comprends enfin pourquoi Bro a l'air comme il est. Il se bat contre la toute-puissante Franzone. Quoi qu'il en soit, le directeur commence par accueillir les nouveaux étudiants de l'académie. Il parle de la fondation de l'académie, qui, comme son nom l'indique, est de créer des héros pour vaincre les dragons et les aider à devenir de véritables tueurs de dragons.
Le premier héros de leur temps a mis l'accent sur le mot tuer parce qu'il souhaitait que chacun des étudiants comprenne l'importance de le devenir. Kimo comprend que c'est censé être une annonce de bienvenue, mais bon sang, la session de bavardage est si longue et fastidieuse que la moitié des étudiants s'endorment. Je vais vous faire une faveur en sautant le dialogue d'annonce sans fin. Nous arrivons à la partie où cet homme arrive enfin à la fin de son annonce. L'annonce se termine, et la seule personne excitée comme un chiot n'est autre que Yan-Oh, qui trouve que c'est une expérience significative, alors que n'importe quelle personne normale comme notre garçon ne pouvait pas supporter un seul instant. L'épéiste s'est apparemment habitué aux longues sessions de bavardage à cause des divagations de son ancien maître. Quoi qu'il en soit, la cérémonie atteint sa deuxième étape alors que les étudiants se souviennent de la liste mise à jour des objets interdits pour l'année. S'ils sont trouvés en possession de tels objets, ils devront en subir les conséquences en conséquence. En dehors de cela, les nouveaux étudiants vont être testés au niveau du sol d'un donjon pour éviter tout risque futur. L'instructeur à 4 yeux insiste sur le maintien d'un environnement sûr pour tous et leur rappelle de suivre les règles. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Les étudiants sont incrédules. L'éternelle annonce de la mort est enfin terminée. Immédiatement, Byung-Chul trouve notre trio et propose d'aller manger avec eux. De plus, il semble que le type se soit trouvé un nouveau tatouage parce qu'il a probablement énervé la jolie bête en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, Byung-Chul leur dit de bien manger car, à partir de demain, leurs vies changeront avec le premier cours. Le soir même, Yan-Oh et Kimo découvrent avec plaisir qu'ils seront voisins de dortoir désormais. Notre garçon entre rapidement pour se mettre à l'aise, mais il ne peut pas encore se permettre la douceur du sommeil. Au lieu de cela, il s'assoit sur son lit dans une posture méditative, concentrant tous ses efforts pour accumuler du mana et construire un noyau. Il est temps de parler du concept de moteur de puissance. Pour utiliser n'importe quelle compétence nécessitant du mana, il faut utiliser un noyau. En réalité, notre garçon n'en a jamais créé auparavant. Mais parce qu'il a joué à ce jeu plus de fois qu'il ne peut les compter, il en connaît l'aspect théorique. De plus, il a déjà imprégné un cristal de glace noire de son mana, donc c'est plutôt bien pour lui aussi. La perspective se tourne vers Yan-Oh, qui semble également être en position méditative, analysant son combat contre l'invocation incroyable. Elle a été sa véritable adversaire pendant longtemps. Et bien qu'ils aient tous deux retenu une grande partie de leur force pendant le duel, le résultat aurait été beaucoup plus difficile à conclure dans un vrai match. En réalité, lorsque Kimo est arrivé et a amélioré le noyau de l'épéiste, il a permis à ce type de survivre beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû. En d'autres termes, Yan-Oh considère notre garçon comme un maître. C'est l'impression qui reste constante dans toutes ses interactions avec Kimo. Non seulement ce type garde son calme, mais il a aussi une tête bien faite pour voir clair dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi Yan-Oh est à la croisée des chemins et se demande s'il peut vraiment lui faire confiance et lui demander de l'aide. Cependant, il arrive rapidement à la conclusion qu'il n'est pas juste d'en faire une relation transactionnelle avec son premier ami. Au lieu de cela, il donne la priorité à s'aider lui-même avec ses propres capacités, et cela nous amène au jour suivant dans la salle de classe temporaire. Les étudiants sont tous réunis ici à bavarder, et la Yann somnolente est enfin arrivée aussi, même si ses camarades de groupe pensaient qu'elle finirait par être en retard. Étonnamment, la salle de classe n'a pas de professeur autour. Le cours a déjà commencé, mais personne n'est encore là pour prendre le contrôle, ce qui donne l'impression que leur professeur n'est pas une personne ponctuelle. Finalement, quelqu'un se lève et entre dans leur classe, ce qui excite les élèves au début, mais les horrifie l'instant d'après. Ouais. Eh bien, vous comprendriez aussi une fois que vous verriez le visage de ce type. Ressemblant à un tueur en série qui vient de s'évader de prison, le professeur s'annonce comme leur professeur principal, Lee Soo-dok. Immédiatement, il s'adresse à l'un de ses élèves pour informer tout le monde de son nom célèbre. La jeune fille terrifiée révèle rapidement qu'il est connu comme le chasseur de méchants. Elle se trompe et essaie à nouveau en l'appelant le boucher humain, qui est un autre de ses surnoms. Pendant ce temps, notre garçon réfléchit à sa compréhension de la situation. Zoomons et concentrons-nous sur le monde de l'académie lui-même. Cet endroit est le seul bastion où d'innombrables héros de rang S sont forgés avec des capacités de rupture de limite. Bien sûr, certains d'entre eux se révèlent être des gens terribles et deviennent des méchants pour atteindre leurs propres objectifs. Soo-dok, leur professeur, est en fait un chasseur qui traque ces personnes et leur botte le cul. En d'autres termes, cet homme est la définition de l'aura car il est là à battre des rankers S dangereux pour le sport. En fait, il a obtenu son nom parce qu'il est connu pour tuer plus de méchants qu'il n'en capture. Soo-dok indique clairement qu'il ne voulait pas devenir professeur et qu'il n'a postulé que sur l'insistance du principal. C'est quelqu'un avec qui personne ne veut se frotter, et il est connu pour son exécution parfaite. Et avec cette tâche d'enseigner, il a l'intention de faire de même avec ses élèves. Bro est tellement excité par la perfection qu'il menace carrément de tuer les élèves s'ils échouent à ses examens. Ah, oui. Quelle meilleure motivation que d'avoir littéralement sa vie en jeu. Inaugurant son premier cours, Soo-dok aborde le système de notation de leur école. Tout d'abord, les critères de l'examen écrit comptent pour 30% de la note totale. Ensuite, il y a une note de comportement de 10% pour le maintien d'un dossier vierge, un cadeau gratuit pour bien se comporter. Bien sûr,
La même note peut facilement tomber à 0% si les élèves ne font pas attention et affectent leur note globale. Sudok déclare sarcastiquement qu'il va s'assurer de garder un œil sur chacun d'eux afin qu'il puisse voir au moins une partie de ses élèves survivre à la remise des diplômes. Ensuite, il parle des examens pratiques comprenant 2 sections, les quêtes de donjons et les matchs joueurs contre joueurs. Comme son nom l'indique, les élèves seront chargés de conquérir des donjons, puis de s'affronter pour obtenir un score. Les critères de classement seront évalués par rapport aux autres étudiants. Pour faire court, avec 3 sections englobant 90% de la note et la section d'attitude contenant les 10% restants, l'évaluation globale atteint une note totale de 100. Les critères de notation étant résolus, le professeur ne perd pas de temps à emmener ses étudiants de première année dans l'arène. Ici, il y a déjà plusieurs matchs en cours. Vous vous souvenez de ce qui excitait tant Bjorn CHUL hier? Les matchs de joueurs, c'est ce qu'il voulait dire. Les règles du match sont connues pour changer de temps en temps en fonction du cadre. Pour cet événement spécifique, la règle est classée comme un match à mort et non un match littéral. Cela signifie simplement que le duel se poursuivra jusqu'à ce que la barre de santé d'une personne atteigne 0 ou si elle est incapable de continuer le combat. Ils peuvent également se rendre, et il y a un délai total de 5 minutes pour chaque bataille. Si aucun des combattants ne peut résoudre le duel dans une durée déterminée, le match se termine par un match nul ou atteint sa conclusion via un juge. Bunchul déclare également que les participants affronteront 3 adversaires aléatoires de la même année, ce qui leur rapportera un total de 300 points pour chaque victoire. Mais qu'en est-il du coup de la défaite ou du match nul? À cela, Kimo déclare rapidement qu'il n'y a pas de notation négative, mais personne n'obtiendra non plus de récompense de participation. Soudain, une notification système apparaît, l'alertant d'une mission de sous-quête via l'examen de placement. Notre garçon est tenu de participer et d'obtenir au moins des résultats moyens à l'examen, ce qui signifie battre l'un de ses adversaires. S'il réussit la quête, sa récompense est un emplacement de copie supplémentaire. Pour être honnête, c'est une quête plutôt pratique selon les normes de Kimo car une victoire et un score moyen dans la conquête du donjon ne sont pas difficiles à obtenir. Cependant, quelque chose d'encore plus important à son attention est en fait l'opportunité d'en apprendre davantage sur les compétences des autres étudiants. Parce qu'ici, il pourra repérer les talents exceptionnels, qu'il pourra ensuite utiliser dans sa quête pour créer des héros de niveau X. Sinon, il peut toujours copier leurs traits ou compétences à son propre avantage. Quelques instants après ces pensées, l'annonceur appelle le nom de notre garçon aux côtés de son adversaire pour qu'il se rende sur le champ de bataille. Immédiatement, Kimo voit la beauté aux cheveux écarlates représentant la tour Ruby, spécialisée dans la magie du feu. Ils sont connus pour leur puissance de feu élevée, ce qui est également la raison pour laquelle Kimo aimait les incarner lorsqu'il jouait au jeu. Cependant, en ce moment, cette fille est sur le point de devenir son sujet de test pour les 5 prochaines minutes. Au fait, elle est un peu déçue d'affronter un type sans aucune réputation autour de son nom. Pour elle, il n'est qu'un putain d'inconnu. Pas seulement ça, il porte un bâton de terre pitoyable, qui ressemble honnêtement à une canette glorifiée pour un vieil homme. C'est presque insultant pour elle qu'il ait apporté un bâton de rang pathétique. D'après ses observations, elle en conclut que son adversaire ne vient certainement pas de la tour d'émeraude, ce qui implique également qu'il n'est pas un mage spécialiste de la terre. Cela lui fait se demander si son objectif est d'utiliser la magie de soutien avec le bâton. Elle théorise sur son utilisation du bâton alors que leur combat commence rapidement. Yanhua le traite comme un lanceur de sorts de soutien et prépare une puissante compétence de combustion, décidant de mettre fin à la bataille en un seul mouvement. Juste après avoir lancé sa capacité, le public s'est retrouvé épris de sa représentation de la tour Ruby. Cependant, au grand choc de Yanhua, la santé de son adversaire est pleinement intacte. Il est vrai qu'elle ne s'attendait pas à un one-hit kill, mais le fait qu'elle ne puisse même pas ébranler ce type est tout simplement insensé. Lorsque la fumée se dissipe, notre garçon lui sourit avec confiance devant son état de confusion. Le combat est lancé, et Yanhua est déjà sur les nerfs, se demandant pourquoi son attaque ne s'est pas connectée. Pensant que son adversaire a dû déployer la capacité de dissipation, elle change de tactique et décide d'utiliser un sort qui ne peut même pas être bloqué par une technique de dissipation. Ce qu'elle fait, c'est lancer une colonne de flammes explosives tout autour de lui, forçant son adversaire à choisir ses options avec soin car tout faux pas pourrait être préjudiciable. Mais à son grand choc, notre garçon reste indemne. C'est vrai. Regardez-le se tenir majestueux sans même essayer. Ça énerve tellement Yanhua qu'elle lance une 3e compétence, invoquant un sort puissant appelé le pilier de feu. L'attaque est dirigée droit vers la tête de Kimo et explose en un orage de feu à l'impact. La grande colonne de flammes choque la foule, l'impressionnant une fois de plus par la puissance d'un représentant de la tour Ruby. Cependant, les choses ne sont pas aussi concluantes qu'elles n'y paraissent car, une fois de plus, Kimo apparaît complètement indemne. Tout ce temps, elle a misé sur sa confiance avec les sorts de la tour Ruby, et pourtant, rien n'entame même sa santé. En réponse, notre garçon passe enfin à l'action, déployant la même technique du colibri qu'il a apprise de Shinge. De toute évidence, Yanhua ne s'attendait pas à ce qu'un sort de foudre soit utilisé par un type de soutien. Elle parvient à esquiver l'oiseau au départ, mais Kimo modifie habilement sa trajectoire pour la frapper par derrière. Oui, il vient de lui donner un tir dans le dos chargé par la foudre.
À genoux, Yanhua succombe à l'effet paralysant du sort du colibri. Le duel atteignant sa conclusion définitive, notre garçon recommande qu'il mette fin au combat. Il pense que ce sera terrible pour son adversaire si elle finit par révéler tout son arsenal au reste de la foule. Ce sera problématique pour ses futurs combats. Malgré ses paroles condescendantes, Yanhua décide finalement d'accepter la défaite, choquant complètement la foule. Leurs attentes ont été complètement subverties, tout comme la fin atroce de Game of Thrones. Quoi qu'il en soit, Kimo n'aime pas le fait qu'il ait attiré autant d'attention dès son premier combat, il a donc l'intention d'être prudent à partir de maintenant. Il est rappelé pour son prochain combat, sans lui laisser le temps de se reposer. Cette fois, Shin-hye sera l'adversaire de notre garçon. Oui, la même méchante élégante est la directrice du comité de discipline de première année. Elle montre son aura, mais plus important encore, elle a un problème à régler avec Kimo. Frère la regarde un instant, et juste pour foutre en l'air ses plans, il abandonne le combat avant même qu'il ne commence. Sudok est déconcerté par son retrait soudain, tandis que Kimo explique simplement qu'il n'est plus en état de se battre. Même si le professeur suggère qu'il augmente son score à l'examen, notre garçon s'en fiche car il a déjà remporté la seule victoire qu'il voulait. Il initie également un forfait complet pour son troisième combat, comptant comme sa deuxième et troisième défaite et énervant encore plus la petite fille du Seigneur du Tonnerre. Elle rugit contre lui pour être pathétique et pour avoir un cœur faible, contrairement à son grand-père qui conseillait toujours de se battre avec détermination. En parlant de son grand-père, Kimo se souvient qu'il était le monarque du tonnerre à un moment donné. Il peut sentir son ombre dans le comportement de Shin-hye. Dans n'importe quel autre contexte, les conseils qu'elle a donnés ici sont en fait utiles, mais dans son cas spécifique, cela ne signifie rien et il s'en fiche. Frère s'en va en maintenant la même position et en lui offrant la victoire. Shin-hye accepte à contre-cœur le résultat, même si elle pense que c'est extrêmement décevant de sa part. Avant de partir, Monsieur Rajbate 9000 dit à Shin-hye de lui envoyer également son coupon de dessert bien aimé qu'elle a promis. Ce petit commentaire sarcastique l'énerve tellement que c'est un miracle qu'elle n'explose pas. On ne peut pas en dire autant de son prochain adversaire, cependant. Yang Jiong apparaît dans l'arène s'attendant à un bon combat contre quelqu'un de la tour Topaz, mais il n'avait aucune idée qu'il avait surpris la dame de la foudre ici à un mauvais moment. Le résultat? Eh bien, elle anéantit son corps avec la foudre de Zeus, et dès la première seconde du combat, le combat est déjà terminé. Les brûlures sur le corps de son adversaire sont assez graves, ce qui ajoute à son aura terrifiante aux yeux de Byung Chul, qui pense que Kimo a pris l'excellente décision de rester hors de sa vue en abandonnant le combat. Est-ce que je viens de lâcher une barre? Ironiquement, elle le regarde avec un œil de côté grandiose avec une telle intensité que même Byung Chul n'a pas pu éviter de le remarquer. Mais notre garçon s'en fiche, ou peut-être est-il trop ignorant pour son propre bien. Il est impressionné par ses débuts tape à accent grave l'œil en tant que petite fille du Seigneur du Tonnerre. Pendant ce temps, le reste du public en a marre de la façon dont Kimo a abandonné son deuxième et troisième combat. Il commence à penser que la chance stupide est la seule raison pour laquelle il a survécu contre Yanhua, et c'est exactement le genre de perception que notre garçon veut que son image soit. Donc, même si dire du mal est généralement une mauvaise chose, dans son cas, c'est une chose positive. Quoi qu'il en soit, Shin-hye est inscrite pour son troisième et dernier combat, mais seulement cette fois, elle affronte la belle Seo Yin, également connue sous le nom de fille de Korean John Wick. À la surprise générale, Yin a fini par être une duelliste à l'arme à feu. Ce combat s'annonce intéressant car les artilleurs ont généralement un avantage unique lorsqu'il s'agit d'affronter des mages. Les gens commencent à penser que Shin-hye va peut-être perdre ce duel après tout, mais notre garçon pense que c'est trop incertain pour l'instant, il faudra donc laisser les choses se dérouler. Pour rendre les choses encore plus amusantes, Kimo est heureux de parier pour déterminer le vainqueur pour 5 pièces d'argent. Étant le petit rat avide que Byung Chul est, il accepte immédiatement le pari. Le combat entre la petite fille résolue du Seigneur du Tonnerre et la duelliste mystérieuse et impassible commence officiellement. Yan prend l'avantage en tirant de nombreux coups de feu via ses balles amplifiées. Comme prévu de Shin-hye, la fille bloque rapidement les balles avec peu ou pas de difficulté. Les choses se passent comme prévu aux yeux de Kimo car il comprend parfaitement que la réserve de mana de Shin-hye est exceptionnelle. Ce qu'elle fait ensuite, c'est invoquer de nombreux sorts de colibri. Les oiseaux avancent vers Yan qui se concentre toujours sur ses tirs. L'artilleur parvient à esquiver les deux oiseaux, mais tout comme notre garçon, Shin-hye ordonne et contrôle aux oiseaux de modifier leur trajectoire et d'attaquer Yan par derrière. Malheureusement, elle est frappée au visage, l'étourdissant immédiatement et faisant tomber Yan au sol. Bien sûr, ce n'était pas un coup direct car si ça l'avait été, l'effet d'étourdissement entraînerait la fin du combat. Pourtant, Kimo dit que cela a quand même ralenti le mouvement de Yan. Et avec le premier oiseau électrocutant Yang, il est évident qu'elle ne pourra pas esquiver la prochaine attaque. Donc, les choses se déroulent exactement comme notre garçon l'avait prédit et se solderont par la victoire de Shin-hye. Mais alors vient un élément de surprise. La dure à cuire Yang lance une grenade fumigène pour dérouter son adversaire, provoquant la fumée pour aveugler sa vision. C'est une tactique intéressante qui surprend Kimo car toute autre grenade n'aurait pas atterri contre Shin-hye. Avec la fumée couvrant sa vision, la bataille est devenue compliquée pour la mage de la foudre, et c'est là que Yan peut enfin se concentrer sur son avantage.
l'artilleur vise et connecte un tir correct contre le dos de Shin-Ai, un coup direct. À première vue, il semble que l'attaque l'ait effectivement touché, mais heureusement, Shin-Ai a lancé une barrière défensive au dernier moment et s'est quand même retrouvée prise au dépourvu. Elle réalise qu'elle est en grand danger dans cette situation tandis que l'artilleur se positionne rapidement pour prendre un autre tir. Il est intéressant de noter que Byung-chul souligne que Yin doit être une sorte de fille riche d'un millionnaire car elle utilise en fait une cape d'invisibilité dans son équipement. De plus, elle a sorti un fusil épique pour infliger plus de dégâts aussi. Un tir du fusil est si menaçant que Shun'e ne risque pas de le bloquer. Elle ne fait qu'esquiver de quelques centimètres. À l'heure actuelle, leurs barres de santé sont à peu près égales, et la moitié de la durée du combat a déjà expiré. Le problème avec la cape d'invisibilité est que Shin-Ai ne peut pas du tout repérer son adversaire. Elle est prise au dépourvu chaque fois que Yan tire un autre coup, ce qui est exactement ce que fait l'artilleur lorsqu'elle attaque à nouveau par derrière. Cependant, cette fois, Shin-Ai prépare une tactique qui lui est propre. Grâce à sa barrière, elle est capable de suivre la trajectoire exacte de la balle de mana, l'aidant à affiner la position exacte de son adversaire. Dans le petit laps de temps dont elle dispose, la mage de la foudre déterminée libère une vague d'électricité sur le sol, l'amenant à se diriger vers Yen et la forçant à s'écarter. Bien qu'elle ait échappé à l'attaque initiale, elle a des ennuis car Shin'Ge a verrouillé ses vues. Ensuite, il y a le fait que l'artilleur ne pourra pas esquiver sa prochaine attaque en l'air. Le colibri se dirige rapidement vers Yen, l'étourdissant avec un coup direct solide. Malheureusement pour Shin'Ge, le moment où l'attaque se connecte est exactement celui où la durée du temps s'écoule. Même si Yen s'effondre au sol avec une barre de santé inférieure à celle de Shin'Ge, le combat est terminé. Byung-chul est choqué tandis que Kimo semble impassible car après avoir vu les compétences du chef de comité, il peut affirmer avec confiance que personne ne peut la battre dans un vol direct. Par défaut, parce que Shin-Ai a plus de santé, elle est déclarée vainqueur. En même temps, il trouve les capacités de Yang plutôt impressionnantes d'avoir duré aussi longtemps. Quant au pari, le pauvre Byung-chul finit par perdre et abandonne les pièces, mais il veut en placer un autre tout de suite pour récupérer l'argent. Notre garçon réalise que ce type est accro au jeu, alors il refuse l'offre. De retour à l'arène, le majestueux épéiste Yan-Ho est arrivé pour affronter son adversaire, le disciple du roi des points, Jio-Beok. Parce que ce combat semble intéressant, Kimo accepte le pari et conclut que le roi des points va probablement gagner. Byung-chul pense que notre garçon est bien trop impitoyable envers ses propres amis pour dire une chose pareille, mais Kimo ne fait qu'énoncer les faits. Bien sûr, le joueur accro ne comprend pas son point de vue, mais Kimo exprime qu'il le découvrira bien assez tôt. Passons au point de vue de Yan-Ho, qui comprend que son ami regarde. Cette fois, il a l'intention de montrer ses meilleures compétences même si ce sera difficile pour lui. Il dégaine l'épée de fer, tandis que son adversaire, Beok, se demande pourquoi il refuse d'utiliser la lame sur son dos. Malheureusement, Yan-Ho exprime qu'il n'est pas apte à cela pour le moment, mais le disciple du roi des points s'en fiche. Après tout, il prévoit de donner son 100% dans ce combat. Les deux combattants se préparant, le combat commence. Beok prend l'assaut, déjouant la première attaque à l'épée et se positionnant rapidement pour un coup de poing enflammé. Même Yan-Ho peut témoigner que les mouvements de ce type sont de premier ordre. Au fait, ce coup de poing était tellement fort qu'Yan-Ho a pu en ressentir tout le poids même après avoir bloqué. En fait, tout son corps est projeté en l'air par l'impact. Yan-Ho comprend parfaitement la situation critique dans laquelle il se trouve. Les attaques normales ne l'aideront pas à survivre dans ce combat. Quant à son adversaire, Beok se lance comme une torpille pour une autre frappe, tandis que l'épéiste se prépare à mettre fin à ce combat avec un seul mouvement. Déchaînant sa technique d'épée du courant limpide, il affronte les coups de poing améliorés de Beok. Malheureusement, la réalité est décevante pour Yan-Ho car sa lame se brise lors de leur affrontement. Son arme étant hors service, l'épéiste, je veux dire, l'homme sans épée, accepte rapidement sa défaite. Au fait, il a réussi à faire une petite coupure sur l'épaule de Beok, qui attend avec impatience leur prochaine rencontre. Le combat se termine comme Kimo l'avait prédit, car l'épée de fer est une arme vraiment faible pour quelqu'un des compétences de Yan-Ho. C'est la première chose qui est venue à l'esprit de notre garçon quand il a vu le gars se battre dans le train. On dirait qu'Yan-Ho a une sorte d'obsession à briser ses épées de fer dans chaque combat qu'il mène. Byung-chul, de son côté, souffre d'un autre bouleversement. Le pauvre se fait éteindre par notre garçon qui s'attend à son paiement rapide. Comme Byung-chul manque de pièces d'argent, Kimo lui offre une chance de payer d'une autre manière. Notre garçon insiste pour qu'il paie en lui offrant une bonne quantité d'informations. Plus tard dans la journée, ils déjeunent ensemble car l'annonceur a révélé qu'il y aurait un examen de placement de raid après la pause. Le trio s'assoit ensemble pendant que notre garçon s'impatiente de voir son crétin manger si lentement. Byung-chul termine son sandwich et demande ce qu'il veut, ce qui amène notre garçon à s'enquérir des meilleurs performeurs des 4 factions. Byung-chul ne se soucie pas de partager autant, croyant que ce genre d'information n'est pas si spécial en fin de compte. Parlons des 4 principales factions et de ce qu'elles représentent. Hormis le conseil étudiant, qui est le groupe officiel de l'académie, il existe 4 factions majeures. Il y a l'Alliance Murom, la Fédération des Guildes, la Société de la Tour de Magie et l'Ordre des Chevaliers.
Je ne vais pas mentir. C'est comme 4 univers de manhwa différents entassés dans une seule école. Quant au chef de chaque faction, il y a le majestueux petit-fils du Saint de l'Épée qui commande l'Alliance Murom, Moyon-Jun. Ensuite, il y a la représentante de la Tour de Rubis qui commande la Société de la Tour de Magie, On Yunhwa. Oui, la même fille qui était impuissante dans son combat contre notre garçon est en fait un membre éminent de sa société. Troisièmement, nous avons la Fédération des Guildes, dirigée par Drui Park Nari, qui est célèbre pour son chat tigré. Il est intéressant de noter qu'il y a un autre membre dans sa guilde qui cache apparemment sa force. Enfin, nous avons le fils du maître d'épée. Tu vois, littéralement un titre de manhwa juste là. Je ne savais pas que Jinrin Candle s'était réincarné dans cet univers. Quoi qu'il en soit, Lee Seung-bien représente l'ordre des chevaliers comme la 4e et dernière faction. La liste est plutôt impressionnante selon la liste partagée par Byung-chul. Soudain, ils se rendent compte que Yin-ho est introuvable. Byung-chul se souvient du président du club et s'enfuit rapidement, inquiet, laissant Kimo se demander ce qui se passe avec ce type. Avec son départ, il se retrouve seul avec la silencieuse Yin. Vous voyez, Kimo a l'impression que la fille est extrêmement isolée, et il se sent mal pour elle d'une certaine manière. Il essaie donc d'entamer une conversation sur le cookie qu'elle a partagé avec lui l'autre jour. Kimo partage qu'il a reçu un coupon de Shin'e, donc il est heureux de lui rendre l'appareil pour les cookies. Le coupon fait apparaître un beau gâteau aux myrtilles, et Yan accepte avec joie de se joindre à lui. Tout en mangeant le gâteau, elle lui demande son avis sur son duel contre Shin'e et pourquoi il pense qu'elle a perdu. Kimo répond rapidement que les balles de mana normales ne peuvent tout simplement pas percer les barrières de mana, ce qui signifie qu'il est très difficile pour elle de gagner contre un mage avec une grande réserve de mana. En même temps, Kimo pense que si Yan perfectionne son talent pour amplifier ses balles, elle peut inverser la tendance. Bien sûr, la tireuse ne comprend pas l'intérêt de l'entraînement au mana, et à son grand étonnement, notre garçon apprend qu'elle n'a jamais fait d'entraînement au mana de toute sa vie. Curieux, il s'enquiert de son processus de conjuration de balles de mana, suscitant un regard confus sur son visage. Devenant curieux après avoir entendu sa réponse, Kim demande si elle ne s'est vraiment jamais entraînée en utilisant la compétence de balle magique, mais la fille le nie catégoriquement, disant qu'elle ne l'a jamais apprise du tout. Cette réponse le déstabilise complètement car pour un tireur, la balle magique devrait être la première chose dans le livre. Kim ne peut s'empêcher de se demander si Yan a réussi ses tirs tout ce temps uniquement par instinct, et l'idée qu'elle ait réussi à tenir tête à Shin'e sans même connaître les bases de l'entraînement au mana lui donne le vertige. Réalisant à quel point elle est perdue, Kim décide de lui offrir un peu d'aide, expliquant qu'une fois qu'elle maîtrisera le contrôle du mana et apprendra la compétence de balle magique, les choses pourraient en fait commencer à lui paraître beaucoup plus faciles. Plus tard, il est déjà temps pour l'examen de placement. Alors que les élèves se rassemblent dans le hall, leur professeur principal commence à expliquer les règles de l'examen de conquête. Debout devant un portail, il leur dit que le test aura lieu à l'intérieur du donjon connu sous le nom de forêt de brume. Le type nerveux commence alors à énoncer les conditions spéciales du donjon, en commençant par la première règle appelée score élevé. Cela signifie essentiellement que le nombre de monstres que chaque élève bat en 10 minutes sera compté comme son score. L'objectif est donc d'éliminer autant de monstres que possible avant la fin du temps imparti. La deuxième règle est quelque chose qu'ils appellent la zone fixe. Et pour le dire clairement, c'est plus ou moins une zone verrouillée par rang où chaque pièce d'équipement, chaque trait et fondamentalement tout est rétrogradé au rang F. Le professeur principal informe tout le monde que même leur noyau sera affecté par ce verrou de rang et les avertit de ne pas avoir d'idées farfelues, surtout en ce qui concerne la gestion de leur mana. Après avoir exposé cela, il commence à appeler les noms un par un afin que les élèves puissent se diriger vers le donjon. La salle se remplit rapidement de gémissements et de plaintes alors que la plupart d'entre eux commencent à se plaindre de l'injustice des règles, ce qui ne fait que faire réaliser au professeur à quel point la majorité d'entre eux semble inutile, à part quelques-uns décents comme Hansomi et Choi Jong-pi qui pourraient réellement avoir une chance. Ensuite, il appelle le lot suivant, qui comprend Kim et Yan. Alors qu'il se prépare, Kim lui dit avec désinvolture d'essayer d'utiliser un fusil et recommande de viser la tête de quiconque oserait s'approcher trop près. Pendant ce temps, Shin'e ne peut s'empêcher de trouver étrange qu'un type qui n'est même pas un tireur soit occupé à donner des conseils tactiques comme s'il était une sorte d'expert. Après cela, ils se séparent, et Kim entre seul dans le donjon. Cela fait un moment qu'il n'est pas venu ici, alors il en profite pour tester à quel point il est devenu plus fort. Alors que le chronomètre commence, il ne perd pas de temps et élimine un gobelin qui pensait clairement que son embuscade était assez intelligente pour fonctionner. Dans la forêt de brume, les monstres apparaissent où ils veulent, ce qui rend les choses difficiles pour les élèves qui ne sont pas habitués au chaos. Mais comme pour chaque système, ce donjon n'est pas sans défaut, et Kim sait que le plus grand réside dans ces schémas fixes qui ont tendance à se répéter. Repensant à la position du gobelin, il se dit que cela pourrait faire partie de ce qu'on appelle le motif C. Dans cet esprit, il prépare sa lame courte et la lance au bon moment, clouant un ogre directement à travers le globe oculaire et dans le crâne. Pendant une seconde, il se demande s'il a encore besoin d'un bâton et sourit en ramassant avec désinvolture les armes du monstre tombé comme s'il distribuait du butin. À partir de là, il commence à accumuler des points comme un fou et plonge dans le combat sans retenir ses coups.
Pendant qu'il est en pleine frénésie, deux trolls pensent avoir trouvé la cible parfaite et se précipitent sur lui, mais les choses ne se passent pas du tout comme il le souhaite puisque Kim ne bronche même pas. Juste avant de partir, Kim se souvient qu'il y a une fonction de relecture et supprime rapidement les images, sachant que si le système finit par synchroniser le comportement des monstres avec ses mouvements exacts, cela pourrait lui causer de sérieux problèmes plus tard. Avec à peine 3 minutes écoulées, il a déjà plus de points qu'il n'en faut pour remplir les conditions de la sous-quête et il se dit, il est préférable de ne pas attirer l'attention inutile. Alors qu'il sort, il aperçoit Yan sortir en ayant l'air complètement épuisé et en marmonnant à quel point c'était dur là-dedans. Voir Kim sortir sitôt fait reconnaître au professeur principal qu'il s'agit du même type qui avait choisi de renoncer à un match PVP, et maintenant le revoici qui ne dure même pas les 10 minutes complètes. Dans son esprit, il se moque de ce qu'il considère comme une mentalité faible et se moque en silence de l'idée que quelqu'un comme Kim puisse un jour devenir un tueur de dragons. Mais ce jugement change très vite lorsqu'il vérifie les rangs et réalise que Kim a déjà atteint le niveau intermédiaire supérieur. Le fait que quelqu'un ait atteint ce niveau en si peu de temps perturbe sérieusement ses attentes car c'est la première fois qu'il voit quelque chose de tel. Décidant qu'il vaut la peine de surveiller ce gamin de plus près pour l'instant, il appelle le groupe suivant d'élèves, qui comprend Yao et le reste. Kim vérifie ensuite le classement et remarque que même les meilleurs talents comme Lee et Mo Young-jun semblent se situer autour du niveau de Han So-mi, ce qui lui fait se demander si Yao pourrait réellement prendre la tête. Et juste à ce moment-là, ça arrive. Yao prend la première place avec le score le plus élevé, prouvant qu'il ne compte pas seulement sur la chance. Impressionné par le résultat, Kim félicite son ami dès qu'il sort, mais Yao déplace rapidement le mérite, disant que c'était grâce à Kim de l'avoir laissé réinitialiser pendant le match PVP. Bien sûr, tout le monde n'est pas ravi de les voir réussir, et quelques personnes à proximité lancent des commentaires passifs-agressifs sur Kim. Mais Yao commence à s'énerver tandis que Kim lui fait un clin d'œil désinvolte, lui signalant d'ignorer le bruit et d'économiser son énergie. Lorsque Kim demande si le test est terminé, Yao souligne que le score de Shin-Yi n'est pas encore apparu. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Shin-Yi est clairement en difficulté alors que des gobelins l'entourent, et elle parvient à peine à les ralentir. Juste à ce moment-là, elle se souvient de ce que Kim a dit à Yan à propos de viser la tête et décide d'essayer elle-même, canalisant son mana en un point solide tout en tirant son arc pour un tir puissant. Au final, son score finit par être assez bas. Et alors qu'il clignote devant tout le monde, elle est déconcertée et murmure entre ses dents à quel point il est injuste de montrer son score comme ça. Le professeur principal annule l'examen et annonce les résultats pour demain, disant à tout le monde de se reposer d'ici là. Juste après avoir congédié la classe, il se dirige sans perdre une seconde vers l'informaticien et exige de voir la rediffusion de l'examen de conquête de Kim. Le type essaie de le trouver tout de suite, mais les choses tournent mal quand il réalise que la rediffusion n'a pas été sauvegardée du tout. Cela ne plaît clairement pas au professeur. Alors, après quelques recherches, ils finissent par découvrir la vérité évidente que Kim avait lui-même supprimé les images, ce qui soulève certainement des soupçons. Il sait que si notre garçon continuait à la vitesse où il allait, il dépasserait facilement les 2000 points bientôt. Au début, il pense qu'il est possible qu'il soit l'un des apôtres du Seigneur maléfique qui s'est infiltré dans l'académie, il serait donc judicieux de préparer discrètement des contre-mesures contre lui. 4 Yo lui demande s'il doit signaler l'affaire au directeur, mais le professeur principal décide d'observer un peu plus longtemps, car s'il ne présente pas de preuves solides immédiatement, il pense que Kim passera dans la clandestinité et deviendra encore plus difficile à attraper. Alors qu'il s'éloigne, Lee conclut que si notre garçon est vraiment un imposteur, il révélera ses vraies couleurs assez tôt. Pendant ce temps, à la cafétéria, notre héros avec Yao et Yin prend un café. Il semble qu'ils se soient réunis au café pour comprendre le livret vraiment déroutant qu'ils ont reçu autour d'une bonne tasse de café. Notre garçon dit à Yao de sortir sa carte d'étudiant et de vérifier les points. Il explique que le nombre qu'il voit correspond aux points disponibles qui agissent comme une monnaie à l'académie. Il continue en disant que des points peuvent être gagnés grâce aux quêtes de donjons, comme indiqué dans le livre. Et bien qu'ils puissent être utilisés pour acheter des objets ou des services, ils peuvent également acheter des enregistrements auxquels on peut accéder juste avant qu'un étudiant ne quitte le donjon, y compris les rediffusions d'autres étudiants. Alors qu'il montre la rediffusion de Soman, il l'achète pour 100 points. Voir l'enregistrement de la fille aux cheveux bleus accessible si facilement laisse Yao complètement sans voix. Kim dit que comme Yao a un score solide, le sien se vend probablement aussi pour beaucoup de points, et c'est exactement ce qui se passe. Alors que Yao regarde avec surprise, il gagne 300 points grâce aux personnes qui achètent ces rediffusions de donjons. Le copain de Kim réalise immédiatement que c'est en fait très mauvais parce que d'autres étudiants peuvent l'analyser et découvrir ses faiblesses. Il dit à Yao que même s'il a eu de la chance en raison des règles spéciales à l'intérieur du donjon, tout le monde découvrira assez tôt qu'il a un noyau vraiment faible. Mais en raison de la valeur des points, le pari vaut la peine. Ensuite, notre héros révèle qu'il existe une salle d'entraînement spéciale où le mana est dense, ce qui lui permet de cultiver et de grandir plus vite. Yao bondit de sa chaise avec étonnement qu'un tel endroit existe, mais Kim lui dit de ne pas trop s'exciter car il y a des conditions strictes pour y entrer. Yao devine rapidement que ça coûte probablement un bras et un rein,
et il confirme que ça coûte 500 points entiers pour seulement 6 heures. Il ne faut pas longtemps à son copain pour réaliser que s'il y va tous les jours, il sera plus fauché que les sans-abri dans la rue. Alors son ami demande s'il existe un autre moyen, et notre garçon lui dit avec enthousiasme qu'ils peuvent acheter l'abonnement saisonnier, qui est attribué au meilleur club, ce qui signifie qu'il devrait voler la place à quelqu'un comme Mo Young-jun dans le club d'escrime, ce qui semble plutôt impossible. Alors Yang-ho abandonne rapidement, mais Kim lui fait savoir qu'il peut le brancher en échange d'une faveur. Avec un sourire narquois, il dit qu'il veut que Yang-ho plonge dans le donjon profond une fois qu'il sera assez fort et explique que c'est un endroit mortel comparé à la forêt de brouillard où ils viennent d'aller. Sans aucune hésitation, Yang-ho confirme qu'il a un esprit de guerrier, il ne fait donc absolument aucun doute qu'il acceptera son offre. En entendant cela, Kim lui dit de travailler autant qu'il le peut, disant qu'il obtiendra d'une manière ou d'une autre l'abonnement saisonnier pour lui dans 2 semaines. Après cela, il se dirige vers l'atelier pour conclure un autre accord sournois. À l'intérieur, il voit un reclus occupé dans le noir qui lui demande d'énoncer ses affaires. Notre garçon salue poliment son aîné et dit qu'il aimerait rejoindre le club d'ingénierie magique. Alors le type lui demande pourquoi il est venu directement à l'atelier 4 au lieu du 1, et il dit que les gens de l'atelier 1 l'ont envoyé ici, ce qui énerve vraiment l'aîné. Le type lui dit carrément de dire ce qu'il veut et de partir au lieu de l'ennuyer. Alors qu'il se retourne, Kim note que son aîné a une compétence d'ingénierie magique de Ranbei et la copie joyeusement sans aucun respect pour le consentement. Après cela, il regarde autour de lui à la recherche de quelque chose, et au moment où ses yeux se posent dessus, un sourire narquois éclaire son visage. Il saisit un cube bleu brillant et demande à son aîné s'il a de la valeur. L'homme dit que c'est un déchet assez inutile parce que c'est tellement complexe, personne ne peut répliquer quelque chose comme ça. Alors notre garçon lui demande s'il peut l'avoir et dit qu'il se sent mal de le prendre gratuitement. Alors il propose de l'échanger contre un réactif catalyseur en retour parce que même si l'objet n'est pas exactement un gros problème, c'est quelque chose dont un ingénieur a toujours besoin. Comme il l'avait prévu, l'aîné l'échange joyeusement et lui dit de se taire sur leur petite affaire. Et mon gars sourit en sortant en regardant l'imbécile célébrer, pensant qu'il vient d'échanger un catalyseur valant 1000 points contre ce qui est essentiellement des déchets. Soudain, une quête optionnelle apparaît pour Kim, et il appuie rapidement sur accepter même si c'est un gros problème. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la récompense pour la quête nulle est l'objet de rang S appelé le cube de vie. En tant que personne qui a élevé un millier de personnages de rang S dans le passé, il se rend à la salle d'entraînement de mana parce qu'il connaît un exploit sur la façon de fabriquer l'objet sans passer par la ligne de quête péniblement ennuyeuse. Utilisant la compétence d'amplification pour améliorer son ingénierie magique de rang B copiée au rang S, il commence à résoudre le Rubik's Cube 10 par 10 en une soixantaine de secondes à peine. Normalement, il faudrait environ 3 jours pour le résoudre, mais il parvient à faire de sérieux progrès en une seule minute. Après cela, il se bloque complètement et développe son noyau grâce à une heure complète de méditation concentrée et continue en effectuant 1 minute de travail sur cube en répétition non-stop parce qu'il doit obtenir le cube de vie avant vendredi pour être à temps pour un événement très spécial. Le lendemain en classe, il est surpris de voir Yin arriver tôt alors que Yang-ho est bizarrement en retard, mais il est rapidement distrait par l'attaque surprise de cookies de dinosaures de Yin. Alors que notre garçon est absolument épris de ces croustillants cookies de dinosaures, Yang-ho se présente enfin, et il lui demande comment ça s'est passé dans la salle d'entraînement spéciale. Avec un grand sourire sain sur le visage, Yang-ho dit que c'était incroyable, et il croit qu'il va percer en un rien de temps. En entendant cela, Kim promet d'obtenir l'abonnement saisonnier dès que possible, tandis que Yan a une dépression paralysante lorsqu'il appelle ses adorables cookies d'ours des dinosaures. Ensuite, leur professeur principal entre dans la classe et annonce que les batailles se tiendront dans l'arène à partir de maintenant, et que le temps limite sera porté à 10 minutes complètes, il vaut donc mieux qu'ils utilisent chaque moment intelligemment. Il explique également que chaque première année doit effectuer 3 matchs au cours de la semaine, et que leur score sera fortement réduit s'ils refusent de participer. En entendant cela, Kim sourit silencieusement en prévision de l'événement qu'il attend avec impatience et pense qu'il est enfin temps de détruire la compétition. Il vérifie le panneau du système et remarque une sous-quête qui augmente la récompense en fonction du nombre de victoires qu'il obtient après avoir joué 3 matchs PVP. À cause de cela, cette fois, il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre et qu'il n'a pas d'autre choix que de gagner. Il dit à Yang-ho de l'accompagner à l'arène, mais avant qu'il ne puisse partir, Yen lui prend le bras et mentionne qu'elle est libre aujourd'hui. Tous ceux qui se trouvent à proximité les regardent en pensant qu'une proposition va tomber, mais leurs espoirs s'effondrent immédiatement lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit simplement d'une séance d'entraînement que les deux avaient prévue. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'arène est complètement vide et que Kim s'amuse avec son ami, un roux nommé Ji-hong, entre soudainement et commence à se moquer de lui pour avoir renoncé à la bataille contre Mademoiselle Song. Il traite Kim de lâche, ce qui enflamme instantanément Yang-ho à nouveau, mais Kim le fait calmement signe de la main et empêche les choses de s'aggraver. Pourtant, Kim n'a pas l'intention d'y aller doucement avec le rouquin et commence à le provoquer en soulignant qu'ils ont tous les deux fini avec le même score aux examens de placement. Cela énerve encore plus Ji-hong alors qu'il crie à quel point il est insultant d'être comparé à un lâche. Et dans une tentative de prouver son point de vue, il met Kim au défi d'un duel en tête-à-tête juste là. Kim accepte sans hésitation,
appréciant clairement la façon dont les choses se déroulent exactement comme il le souhaitait. Ji-Hong mise tout en pensant qu'il peut terminer le match avec un seul coup fort, mais Kim garde une longueur d'avance et le frappe avec le sort du colibri, le paralysant en un instant. Il se moque même de Ji-Hong pour être tombé dans le même piège à 2 reprises, surtout après avoir été humilié par la fille du tonnerre il n'y a pas si longtemps. Kim dit qu'il a au moins fait preuve de plus de clémence que Song Shin et termine le combat en le battant proprement. Même après avoir subi une perte en bonne et due forme, le rouquin refuse d'accepter la défaite et insiste sur le fait qu'un deuxième match se terminerait différemment. Kim joue le jeu et repart pour un autre tour, mais le résultat reste le même, Ji-Hong finissant encore pire qu'avant. Toujours pas prêt à abandonner, Ji-Hong le défie à nouveau, clairement excité à l'idée de renverser la situation d'une manière ou d'une autre. Même si Kim a besoin d'une victoire de plus pour terminer sa quête, il fait comme s'il était complètement épuisé et insiste pour obtenir quelque chose en retour s'ils vont se battre à nouveau. Le pauvre rouquin, désespéré d'avoir une autre chance, remet une pilule spirituelle fabriquée par sa propre famille juste pour que Kim accepte une revanche, seulement pour être vaincu exactement de la même manière une fois de plus. Cette fois, la raclée lui remet enfin les idées en place, et Ji-Hong admet sa défaite, s'excusant même pour toutes les choses impolies qu'il a dites plus tôt. Il dit à Kim qu'il a eu tort de le traiter de lâche et qu'il l'a mal jugé, mais Kim lui dit avec désinvolture de continuer à agir comme s'il était un lâche pour le moment. Bien que la demande semble un peu suspecte, Ji-Hong finit par accepter sans pousser plus loin. Une fois qu'il a terminé d'accumuler ses 3 victoires, Kim s'enregistre auprès de son ami et découvre que Yang-Ho a également réussi à remporter 2 victoires. Yang-Ho dit qu'il a encore un match à faire et dit à Kim de partir en premier pendant qu'il termine les choses. Kim se rend ensuite à la salle d'entraînement de Mana où il commence à travailler avec Yan, lui enseignant patiemment les bases des balles magiques et l'aidant à devenir plus forte. La fille se révèle être une apprenante rapide, et la façon dont elle assimile tout laisse Kim vraiment impressionné. Leur entraînement continue jusqu'à ce que ce soit enfin son tour de se battre, et elle entre dans son match contre un gars aux cheveux verts nommé Kwok Shishol. Le type essaie d'être intelligent en utilisant le terrain pour rester caché, mais Yan sourit simplement et l'élimine comme un oiseau sur un fil, s'assurant une victoire propre et facile. Plus tard dans la nuit, le professeur principal passe en revue les rediffusions des matchs et remarque quelque chose qui ne vont pas. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il voit la bataille de Yan et commence à se demander comment quelqu'un pourrait s'améliorer autant en seulement 2 jours. C'est alors qu'il réalise en se souvenant avoir entendu dire que Kim s'était entraîné avec elle, et il devient assez clair qu'il a encore tiré de sérieuses ficelles. Tout cela donne un peu froid au professeur alors qu'il commence à se demander qui est vraiment ce gamin mystérieux. Pendant ce temps, Kim se détend ailleurs complètement concentré sur le cube, et il termine enfin la fabrication du cube de vie, ce qui augmente l'efficacité de tous les objets de type vie stockés d'un solide 1,3 fois. Il est assez fier de tout le travail acharné et de la méditation intense qui ont amélioré son rang de noyau jusqu'à D. Alors maintenant, la consommation de mana des compétences ne sera plus aussi douloureuse qu'avant. Avec ses préparatifs enfin terminés, notre héros se prépare avec confiance à faire la publicité de sa nouvelle petite invention. Sur le chemin de la classe, il rencontre la druide Park Nari. Et comme il l'avait prévu, tous les animaux comme son chat sont incroyablement sensibles à l'énergie de vie. Alors le cube attire instantanément Tiger Kitty, et il procède à bondir directement dans ce mauvais garçon se mettant très à l'aise. Nari s'excuse pour le chat trop curieux qui est si insistant et lui demande poliment de sortir. Mais en tant que druide, elle sent instantanément la riche énergie de vie émanant de son étrange invention. Juste là, Kim lui dit qu'il doit y aller, ce serait donc formidable qu'elle puisse reprendre son chat plus collant que son ex. Intriguée par le cube mystérieux, Nari lui demande s'il est de la classe 3. Et après cela, elle prend enfin son congé tout en s'excusant, ce qui se traduit par un succès majeur dans la mission silencieuse de Kim d'attirer l'attention du club de la nature et de décrocher ce précieux abonnement saisonnier. Il se prépare alors pleinement pour l'événement principal tant attendu. Plus tard en classe, le professeur lit une conférence ennuyeuse, mais il attend intensément encore une minute que l'événement se déclenche. Après la fin du cours, les étudiants commencent à se détendre et à bavarder quand soudain, une aura rouge foncée brille intensément et un orbe pulsant apparaît de nulle part. La foudre jaillit de l'orbe mystérieux et frappe chaque étudiant dans la pièce, mais leur panique est de courte durée car elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Au début, ils pensent que rien ne s'est réellement passé, mais alors qu'ils commencent à remarquer des chiffres imprimés sur le front des autres, notre héros reconnaît instantanément cela comme l'inspection surprise connue sous le nom de vague de bande. Elle utilise une magie de science-fiction sophistiquée pour détecter si les étudiants possèdent des jouets inappropriés ou des objets illégaux dans leur inventaire et les enferme. Notre héros est sincèrement surpris par le son strident horrifiant qu'elle émet. Alors que Yan et Yang-Ho restent imperturbables comme si rien d'étrange ne s'était passé. Il regarde ensuite un type pathétique paniqué en vérifiant son inventaire et s'approche calmement de lui pour lui demander si le président de son club lui a dit que c'était le jour de l'inspection. Pourtant, le type crie qu'il n'a rien de techniquement illégal, mais ce qu'il a, ce sont des choses qu'aucun homme ne devrait jamais être surpris en train de porter. Alors, notre garçon propose avec désinvolture de lui donner un petit coup de main. Il doute sérieusement que Kim puisse vraiment faire quoi que ce soit. Mais au moment où Kim reprend l'objet,
il le supplie désespérément de le sauver et jure qu'il fera tout ce qu'il dira en retour. En entendant cela, notre garçon précise calmement au type qu'il lui doit maintenant officiellement une faveur, ce que le type confirme rapidement sans hésitation. Kim lui dit alors de placer tous ses objets interdits en toute sécurité à l'intérieur du cube, ce qui rend le type suspect et curieux de savoir si c'est vraiment sûr. Se cachant ensemble sous la table comme deux types totalement suspects, notre garçon lui dit de le prendre ou de le laisser. En entendant les pas se rapprocher, il panique et déverse rapidement toute sa contrebande à l'intérieur du cube de vie sans dire un mot de plus. Soudain, Shin y fait une entrée explosive et crie à tous les sales méchants de se figer là où ils sont. Elle remarque immédiatement les garçons cachés sous la table et exige de savoir ce qu'ils essaient exactement de cacher. Mais notre héros se lève avec désinvolture et répond qu'ils ont juste une discussion privée entre garçons, et que ça ne la regarde pas. Le type avec le chiffre sur le front le soutient, insistant sur le fait qu'il ne faisait rien de suspect du tout, mais Shin y lui dit de vider ses poches de toutes les ordures louches qu'il transporte quand même. Ensuite, elle se tourne vers Kim et lui dit de sortir tout ce qu'il cache aussi parce que l'orbe ne ment pas, et elle est frappée d'incrédulité quand il ne réagit pas du tout. Abasourdie, elle regarde Kim s'excuser et s'éloigner, se sentant très satisfait d'avoir réussi à obtenir le cube de vie juste à temps pour vendredi, car démontrer l'utilité du seul objet qui peut contourner la vague de bande lui donnera un sérieux pouvoir de négociation. Après le cours, il remonte le couloir avec le même type qui n'arrête pas de le remercier sans arrêt car il ne respirerait probablement plus s'il s'était fait prendre en train de transporter les mauvaises choses qu'il avait. Avec un sourire effronté, Kim lui rappelle avec désinvolture qu'il ne l'a pas exactement fait gratuitement. Notre garçon lui dit alors de se diriger directement vers le président de son club pour récupérer les objets, et le type admet nerveusement qu'elle voulait en fait le voir depuis un certain temps. Vous voyez, la guilde des voleurs est responsable du déplacement de tous les objets illégaux dans toute l'académie des tueurs de dragons. Et juste à la porte, notre garçon regarde le type ignorant dire innocemment bonjour à son patron, seulement pour qu'elle lui donne un coup de pied en plein visage pour l'avoir fait travailler un jour de congé. Elle se met ensuite à frapper le pauvre type, disant qu'il a totalement gaspillé son précieux temps libre. En la regardant se déchaîner complètement sur lui, Kim dit finalement bonjour pour lui rappeler qu'il est toujours là, et la dame se calme instantanément et se présente comme Gu Jung, présidente du club des voleurs. Elle se lance immédiatement en mode affaire et exige qu'il lui montre l'objet qui, selon lui, peut contourner complètement le système de vague de bande. En voyant le cube de vie de près, elle n'arrive pas à croire qu'il existe comme les rumeurs l'ont dit, et elle admet même qu'il la chauffe tellement qu'elle veut le voler pour elle-même tout de suite. Pourtant, notre garçon lui rappelle qu'elle se fera prendre immédiatement puisque tous les objets Magitech ont une fonction anti-vol, la laissant stupéfaite que la chose soit Magitech. En entendant cela, son excitation exagérée s'éteint, et elle se penche en arrière en demandant ce que notre héros recherche vraiment, tout en expliquant qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir pour le moment, car le club est un peu fauché pour le moment. Mais il l'assure qu'il ne demandera rien qu'ils ne peuvent pas réellement faire, puis demande poliment qu'elle l'escorte personnellement dans leur salle de stockage souterraine temporaire pour une petite discussion d'affaires privées. Cela la met instantanément de mauvaise humeur, et elle plisse les yeux, lui demandant s'il est réellement sérieux parce que la salle de stockage temporaire est l'endroit où toute la contrebande confisquée est déversée juste après avoir été attrapée par la vague de bande. Elle explique qu'elle est généralement examinée dans un délai d'1 semaine par les supérieurs, après quoi elle disparaît mystérieusement dans un endroit dont personne ne sait rien. Cependant, notre garçon affirme calmement qu'il sait déjà que la présidente elle-même s'y rendra dans un jour ou deux, alors elle lui demande d'être honnête s'il est un laquais travaillant pour le comité de discipline. Il hausse les épaules et lui fait savoir qu'il n'a rien à voir avec cette bande de coincés. En fait, il est en assez mauvais termes avec eux. En entendant cela, elle dit, bien qu'elle soit reconnaissante pour l'aide plus tôt, sa demande actuelle n'est pas exactement quelque chose de facile qu'elle peut réaliser sans problème. Juste à ce moment-là, il la prend complètement au dépourvu en disant qu'il sait déjà que le stockage temporaire est gardé jour et nuit par des membres du comité de discipline. Et que, bien que s'introduire soit déjà difficile en soi, sortir après le travail est presque impossible. C'est exactement pourquoi il lui offre un accord solide qu'elle n'a qu'à l'aider à sortir. Et en échange, il lui remettra le cube de vie. La présidente s'arrête et réfléchit sérieusement à sa proposition, réalisant qu'il serait incroyablement utile pour le club des voleurs de cacher ses objets les plus précieux à l'intérieur d'un cube magique que même la vague de bande ne peut pas détecter. Alors qu'elle y réfléchit, il croise son regard et lui donne une dernière occasion d'accepter l'accord avant qu'il ne soit complètement retiré de la table. Surplombant le site où l'opération secrète est sur le point de se dérouler, les voleurs se sont rassemblés. Avant de faire des gestes radicaux, la chef de club Dang Guyun a fait un décompte préliminaire pour s'assurer que tout le monde était présent. Tout le monde était comptabilisé, mais ces voleurs étaient confus par l'ajout d'une recrue inconnue. Sans donner beaucoup d'informations à ses membres, Guyun a simplement déclaré que le gamin était là pour aider. Naturellement, les voleurs expérimentés étaient sceptiques à l'égard du garçon. Le travail est déjà assez risqué comme ça. Ajouter une autre recrue pourrait gâcher les choses. D'avant, la technicienne du club et le soutien de l'extérieur du site ont vérifié que les préparatifs sont terminés. En guise de dernier conseil, la chef a averti Kim d'éviter de se faire remarquer à tout prix. Une fois à l'intérieur,
la priorité est de voler des objets rares de petite taille. Infusant leurs jambes de pouvoirs obscurs, le club des voleurs s'est précipité en avant. La technique s'appelait pas silencieux, une technique de mouvement de rambée pratique. Depuis que le cube de vie avait été créé, Kimo s'est senti libre de supprimer l'ingénierie magique de son emplacement de compétence et de la remplacer par une compétence de furtivité cruciale. Il suffit de voir le club exécuter la technique. Pendant ce temps, le seul garde qui surveillait l'entrée était totalement non préparé à ce qui allait se passer. Soudain, il a vu d'étranges papillons voler autour de lui. Quand il a compris que quelque chose de louche se passait, les papillons avaient déjà explosé, se transformant en une substance restrictive grâce au vol ombragé. C'était une corde et un bâillon parfait pour traiter les gardes non préparés sans causer de dommages graves. Dans cet ancien bâtiment, le 3e étage abrite secrètement une tonne de trésors confisqués. Il est tout à fait naturel que les autorités aient placé d'innombrables sorts de sécurité autour de l'endroit. Après avoir contourné un bon nombre de ces pièges, le groupe a été repéré par un garde patrouillant à l'intérieur. La patrouille a essayé de lever son bâton, mais a été rapidement attachée et neutralisée par les jumeaux voleurs. Par la suite, ils ont rencontré encore plus de gardes, et le groupe a rapidement et efficacement traité le personnel de sécurité sans verser de sang inutilement. Ils ont finalement atteint le dernier coin menant à la salle de stockage temporaire. Avant d'atteindre la source, Dang Guyun a sorti un artefact pour une dernière vérification. À travers un verre magique, elle a repéré un type gobelin ennuyeux qui gardait la porte de la salle de stockage elle-même. C'est un dur à cuire de 3e année maniant une hache de rang à appeler le hachoir infernal. Pour un voleur comme Guyun, c'est le pire affrontement possible. On dirait que Kimo doit intervenir et prêter main forte tôt ce soir. Il s'est tourné vers la patronne et a confirmé si elle avait le rêve d'ombre dans sa liste de compétences. Il n'y a que quelques personnes qui connaissent cette technique, mais il n'y a pas le temps d'expliquer comment Kimo en a pris connaissance. Après avoir obtenu confirmation, il lui a donné une petite touche et a utilisé amplifié pour élever le rêve d'ombre de rang C à un rang A. Ils perdent du temps, il n'y a donc pas le temps de se vautrer dans la surprise. Guyun a utilisé le rêve d'ombre et a engendré plus de papillons qu'il n'en avait jamais invoqué de sa vie. Les dépliants violets ont rapidement envahi le bâtard maniant la hache. Comme la brute qu'il est, ce type a commencé à balancer son arme géante pour tenter de fendre de petits insectes. Bien sûr, cela n'a pas fini par fonctionner du tout. Dès qu'un des papillons s'est mis à portée pour exploser, une réaction en chaîne s'est déclenchée. La brute à la hache a été mise hors d'état de nuire d'un seul coup. Il ressemblait à un cocon prêt à sortir avec des ailes. Les compétences de rang A sont de rang A pour une raison. Guyun a pris note mentalement de confronter le nouveau venu à propos de toutes ces conneries après la fin de la mission. Avec la dernière ligne de défense neutralisée, les voleurs ont été laissés à se régaler de trésors. Pendant qu'ils cherchaient des trucs brillants et de valeur, Kimo a fait un peu de shopping personnel de son côté. La liste des articles interdits à l'académie restreint principalement les articles ayant des effets secondaires dangereux. Si c'est quelque chose qui endommage le corps ou l'esprit, ce sera interdit. Ce soir, Kimo cible les articles interdits avec des pénalités élémentaires, comme cette pierre de choc qui provoque la paralysie. Avec sa résistance élémentaire de rang S, ces articles sont pratiquement exempts d'inconvénients. Après quelques minutes de recherche minutieuse, il s'est finalement senti satisfait de sa récolte. Puisqu'ils ont un peu plus de temps, il pourrait aussi bien chercher des livres de compétences. Les compétences avec de graves pénalités élémentaires ont tendance à être fortes après tout. En parcourant des piles et des piles de livres de compétences, il a finalement trouvé quelque chose qui a attiré son attention. C'était un livre fumant dégageant une chaleur incroyable. Puisque Kimo est un peu court niveau compétences de combat, ce grimoire décrivant un point de feu est une aubaine. Alors que l'équipe emballait le butin, des invités inattendus ont fait irruption. Le président du conseil étudiant de l'Académie des tueurs de dragons, Song Shun-ki, et Guok Sung-jae, membres de 2e année du comité de discipline, sont venus compliquer les choses. Deng Yong n'a pas été décontenancée. Elle était plus ennuyée qu'autre chose. Ils ont peut-être choisi le mauvais chevalier pour mener à bien cette opération. Ne voulant absolument rien entendre, le président du conseil étudiant a exigé une reddition complète et un transfert pacifique à la salle de discipline. Plus cette opération s'éternise, pire ce sera pour les voleurs. Dans ce cas, Guyun a sorti l'une de leurs mesures d'urgence et a crié à ses gens de se séparer et de s'échapper. Elle a jeté quelque chose par terre, créant un havre d'ombre qui dissimule les alliés à l'intérieur pendant quelques minutes. Bien sûr, c'était assez de temps pour se tirer. Guok Sung-jae a sorti un cristal de divination et a rapidement retrouvé les voleurs encore coincés à l'intérieur du bâtiment. Après avoir passé le mot à toute l'équipe de sécurité, sortir de l'ancien bâtiment est passé en mode difficile. En sortant, Kimo a été interrompu par un gros rocher qui dévalait dans sa direction. Heureusement, il avait de bons réflexes pour esquiver ce caillou. Guok Sung-jae est sorti calmement du coin, félicitant Kimo d'avoir esquivé une attaque sournoise si bien exécutée. Sung-jae est à jour dans ses devoirs. Il connaît la plupart des membres du club des voleurs, mais ce gamin aux cheveux noirs était totalement inconnu, peut-être un étudiant de première année. Kimo n'a même pas donné de réponse verbale. Il est assez intelligent pour cacher sa voix devant les autorités, et Guok Sung-jae a respecté cela. S'il ne parle pas,
cela signifie essentiellement que la reddition est hors de question. Tout autour du sol, des pics de pierre pointus ont fait saillie et ont tenté de déstabiliser Kimo. Après avoir suffisamment réduit l'écart, il a invoqué un colibri électrique. Gwax Sung-jae a claqué sa langue et a invoqué des canons de pierre tenus par des racines d'arbres. Il a envoyé un barrage de boulets de canon dans l'espoir d'assommer le voleur, mais le colibri a simplement dérivé autour de la mer de balles avec grâce. Ce nerf n'avait jamais vu un contrôle d'oiseau aussi bon de sa vie. S'il n'avait pas mis en place un sort défensif à l'avance, il serait grillé maintenant. Alors qu'il se remettait du choc, le voleur de première année le dépassa à pas silencieux. Malheureusement pour Kimo, il a été forcé de prendre la seule voie de sortie, et cette voie se trouve être criblée d'un piège mortel fait de plus de canons à roche. Gwax Sung-jae a déclenché un autre barrage, semblant vouloir faire un exemple de cet étudiant de première année. Personne n'avait jamais encaissé l'un de ses coups planifiés et survécu. Alors qu'il était sur le point de vérifier les conséquences, Sung-jae a commencé à transpirer alors que la température autour du couloir atteignait des niveaux infernaux. La dernière chose qu'il a vue, c'est un voleur avec un poing brûlant comme s'il venait directement des profondeurs de l'enfer. Sentant la pression en voyant une compétence interdite en action, Sung-jae a versé chaque once de mana qu'il avait dans son corps pour construire un triple mur de pierre de sang robuste. Cette technique défensive sophistiquée n'est pas plus épaisse que du papier face au coup de poing incandescent de Kimo. Il a exécuté le poing infernal avec une maîtrise dévastatrice, traversant le mur et envoyant Sung-jae valser. Cette fois, il a eu de la chance et a réussi, mais contrôler une compétence interdite était plus difficile qu'il ne le pensait. Le niveau de puissance en particulier est difficile à gérer. Heureusement, il s'est retiré juste assez pour éviter de causer des blessures graves au pauvre type. L'école n'interviendrait probablement pas, mais la tour de magie d'Émeraude et le comité de discipline ne resteraient pas silencieux. Ces connards fouineurs vont faire des heures supplémentaires pour découvrir l'identité de Kimo. Ils ne trouveront rien, cependant. Soudain, des bruits de pas attirés par la commotion se sont rapprochés. C'est le signal pour Kimo de se casser d'ici. Alors qu'il sort silencieusement du champ de bataille, les jeunes du comité de discipline arrivent. Le lendemain, quelques personnes ont été escortées à la salle de vérité du comité de discipline des étudiants. Assise sur le siège chaud, Dang Gu-young a joué sa comédie tout en clamant son innocence. Elle est en détention depuis si longtemps qu'elle a épuisé le président du conseil étudiant et a quitté la salle. Le chef du comité de discipline, OC1, a repris le processus d'interrogatoire et a adopté une approche douce. Il a calmement remis le registre des articles des entrepôts temporaires à Gu-young, et elle a fouillé les pages avec joie. Elle a remercié intérieurement Kimo de s'être impliqué. Page après page, de petits objets de valeur ont été empochés par son club. Le chef du comité et tous les autres connaissent le coupable, mais ils ne connaissent pas la méthode qu'ils ont utilisée pour conserver les objets et ils n'ont aucune preuve concrète. Comme d'habitude, Gu-young a fermement nié les accusations. Si elle doit endosser la responsabilité d'une affaire sans preuve réelle, cela ne tiendra pas de toute façon. Pour l'instant, le chef ne peut donner qu'une action disciplinaire faible au principal coupable. Après avoir quitté la salle de vérité, elle a croisé le reste du comité de discipline. En comptant les têtes à l'intérieur de la pièce, il semblait qu'il manquait un membre central. La voir agir avec suffisance a énervé Song Shin-hye. Elle pense que le cerveau joue l'idiot sans vergogne. Atteignant son point d'ébullition, Shin-hye a aboyé qu'un des voleurs avait utilisé quelque chose d'aussi dangereux que le poing infernal pour envoyer le seigneur Gwax Sung-jae à l'infirmerie. En vérité, Gu-young n'avait aucune idée de ce dont parlait cette fille. Mais si elle devait deviner, il n'y a qu'un seul type dans cette opération qui soit assez habile pour utiliser une technique interdite. Après avoir été interrogée, la chef du club est allée directement au club et a vérifié la main de Kimo. Étonnamment, elle avait l'air parfaitement bien. Aucune marque de brûlure. Kimo n'a pas pris la peine de cacher le fait qu'il était responsable de l'hospitalisation de ce type. Oublie ce nerd à 4 yeux. Il est temps de vérifier le butin de leur labeur. En regardant la pléthore de trésors stockés en toute sécurité dans le Life Cube, Young a bavé d'excitation. Elle n'avait jamais vu une soupe de couleur aussi jolie auparavant. Avec cette récolte abondante, l'accord devrait être considéré comme rempli. Juste au moment où Kimo était sur le point de partir, Gu-young l'a arrêté avec une invitation en bonne et due forme à rejoindre le club des voleurs. Elle a promis de s'occuper de la recrue s'il la laissait faire. La nuit dernière, elle a vu de l'arrogance et de la cupidité. À ses yeux, ce garçon est l'incarnation d'un voleur parfait. Cela peut sembler une insulte, mais c'est un grand éloge de sa part. Quoi qu'il en soit, Kimo a refusé l'offre de recrutement. Il a estimé que cette fille ne le voulait qu'en partie à cause du Life Cube. Il a déjà l'intention de vendre ce truc, cependant. Plus que tout, il a besoin de laisser passer saisonnier pour une salle d'entraînement spéciale, environ 4. De plus, l'immunité à l'onde de bande n'est qu'une fonctionnalité bonus. La vraie force du cube est sa capacité principale. Il a promis de lui révéler la description de l'objet en échange d'une petite faveur. Kimo voulait juste planter des graines en transmettant un message au chef du club Magitech, des nouvelles concernant un étudiant de première année ayant terminé un cube de 10 sur 10 sur 10. Go-young a accepté et a été abasourdi en lisant ce qu'est réellement Life Cube, améliorant les effets des objets de vie stockés de 1,3 fois, quelque chose de si génial se vendrait peu importe le prix dans certaines factions.
Avant qu'il ne parte enfin, Go-young a sérieusement exhorté Kimo à envisager son invitation même sans le cube en jeu. Elle apprécie tout ce qu'il peut apporter, alors il a promis d'y réfléchir. Un week-end s'est écoulé et quelques jours de silence ont un peu calmé le comité de discipline. Aujourd'hui, Kimo se rend en classe avec Seo-in, la personne léthargique en permanence. Ce n'est que lundi matin et elle bouge déjà comme un zombie. Alors qu'ils se rapprochaient de plus en plus de leur prochain cours, Kimo était de plus en plus certain qu'il était suivi par des morveux de la tour de magie d'Émeraude ou du club de la nature. Il se fiche qu'il fouine, mais couper le problème à la racine est la façon la moins ennuyeuse de gérer ce genre de choses. Alors il a laissé Y-in aller en classe d'abord pendant qu'il nettoyait quelques rats. Seo-in a cédé tranquillement, mais elle a également remarqué les deux fouineurs à peine cachés. Kimo s'est retourné et a directement confronté le duo ennuyeux. La fille était alarmée, et le garçon était fièrement content que Kimo lui ait épargné la peine de lancer la confrontation. Il a fièrement affirmé être un mage de la tour de magie d'Émeraude. La fille aux cheveux bleus était beaucoup plus polie dans son approche, invitant formellement Kimo à rencontrer leur chef. Bien sûr, il a fermement rejeté une telle invitation. Si le chef de la tour a besoin de quelque chose de lui, il peut venir lui-même au lieu d'envoyer des larbins. Le garçon était content que Kimo ne coopère pas. En mettant un gant, il avait envie de frapper quelqu'un à la place du type dans le message. À cet égard, Kimo est d'accord. Sans donner au rat la chance de finir son monologue, Kimo envoya un colibri voler. En atterrissant, il paralysa complètement le rat vert, le faisant convulser de façon incontrôlable. Misra regarda son partenaire trembler sur le sol, ne sachant pas quoi faire. Si c'est une bagarre qu'il cherche, Kimo est toujours ouvert aux affaires. Sachant qu'elle n'est pas de taille face à quelqu'un d'aussi décidé, Misra s'est excusée d'avoir causé des problèmes. À en juger par le mouvement du colibri, elle pouvait dire que ce Kimo est un combattant talentueux. Elle s'est excusée, et il s'est retourné. Au moins, un des rats avait assez de cellules cérébrales pour savoir quand arrêter. Misra croit que les rumeurs selon lesquelles Kimo serait un lâche ne sont que des mensonges. Mister Rat, d'un autre côté, croit que O a simplement eu de la chance avec un coup. Il complotait déjà sa vengeance quand une balle magique coupa la connerie et frappa l'arrière de son crâne. Misra scanna rapidement les environs, terrifiée par le tireur d'élite invisible qui pouvait se cacher n'importe où. Elle essaya d'être polie et intelligente, mais Misra fut impliquée et reçut une balle dans la tête. Les représentants de la tour de magie Émeraude ont été effectivement neutralisés. En classe, l'instructeur explique comment les donjons sont conçus pour épuiser ceux qui y pénètrent. Manquer de ressources à l'intérieur équivaut à un échec. Étonnamment, Seo-yeon a obtenu sa place plus tard que Kimo, peut-être parce qu'elle était occupée à sniper des salopes dehors. Finalement, l'instructeur annonça que leur prochain test de raid sera dans un format de contre-la-montre. Les donjons de niveau de surface peuvent être défiés plusieurs fois en mode entraînement, mais vous n'avez qu'une seule chance dans la vraie vie. Pour un contre-la-montre, il faut reposer la cible et détruire le totem en 5 minutes pour réussir. Les étudiants sont encouragés à pratiquer leur itinéraire le plus efficace avant le début du raid en direct. Puisqu'il s'agira d'un défi en duo, Shine Byun CHUL s'accrocha immédiatement au meilleur score de l'examen précédent, Go bien haut. Kimo donna le feu vert au gars pour qu'il s'associe avec un autre de leurs amis. On dirait que sa partenaire a déjà été choisie dès que l'instructeur a annoncé la nouvelle. Seo-yeon s'accrocha à ses manches en déclarant qu'ils sont maintenant en couple. Juste au moment où vous pensez que Miss et Mister Rat ont fini d'être punis, nous tournons notre attention vers la tour de magie Émeraude. Un certain type à la tête lisse avec le pouvoir de contrôler les arbres déverse sa colère et sa frustration sur ses larbins. Son frère, un officier disciplinaire, a été battu par un voleur après tout. Tête lisse réussit à contrôler ses émotions, laissant tomber Mister Rat avant que les choses ne dégénèrent. Assis sur son trône en bois, Tête lisse se complaisait dans sa mauvaise prémonition. La présidente de la tour de magie Émeraude, Mok-Jung HW, prévoit de rencontrer le tristement célèbre Kimo sous les conseils de la présidente du club nature, So-yeon. La réputation de la tour est dans le caniveau. Peut-être pourrait-il rebondir un peu s'il met la main sur ce cube bizarre. Youngwa prévoit de le prendre comme paiement pour avoir insulté Émeraude. En entendant le plan du patron, Mister Rat parla à tort et se porta volontaire pour être déployé une fois de plus pour avoir une chance de se racheter. Il insista sur le fait qu'il avait juste été négligent la première fois. Young HW est ouvert à lui donner une chance de se racheter, mais l'échec entraînerait l'expulsion du club. Même avec de tels enjeux, Mister Rat accepta avec confiance la mission. Juste pour être sûr, Mok-Jung HW accepta de prêter à Mister Rat un golem pour aider à écraser ce fraîchement énigmatique. Alors que des complots se préparent dans la tour Émeraude, notre garçon court dans le marais des gobelins aux côtés de Seo-in. C'est leur premier entraînement, juste un essai pour avoir une bonne idée de l'épreuve de contre-la-montre. Pour gagner à la fois la meilleure récompense dans les donjons solo et duo, le système a donné à Kim au moins d'1 minute pour réussir les deux tests. Le donjon solo ne sera pas un problème puisqu'il pourrait tout donner là-bas. L'évaluation en duo est un peu plus délicate. S'il enseignait à Sewa le schéma fixe de ce marais infesté de gobelins, le speedrunning serait un jeu d'enfant. Cependant, lui donner un code de triche comme celui-là ne l'aidera pas à grandir naturellement. Elle bénéficierait davantage de la pratique de ses propres rotations et itinéraires.
Quelques minutes de course et de tir plus tard, le duo est finalement arrivé dans l'antre du gobelin inondé, le boss du marais. Avant de s'engager, Kimo demanda à sa partenaire si elle voulait esquiver ou attaquer directement. Battre un boss rapporte à l'équipe un bonus de 120 points. Avec une récompense aussi savoureuse en ligne, comment ne pas prendre de risque pour le tuer? Kimo se plaça dans la position la plus optimale pour soutenir le DPS de Yin en utilisant le contrôle que Hummingbird fournit. Malheureusement, le monstre boss n'était pas assez stupide pour encaisser une attaque évidente avec son corps. Néanmoins, l'attention du flou de gobelin fut attirée, laissant Y grand ouvert pour un tir propre avec son fusil. En appuyant sur la gâchette, elle frappa l'arrière de la tête chauve du gobelin. Sa balle magique n'a pas assez de dégâts pour percer et tuer en un seul coup. Tout au plus, cela a juste rendu le boss plus hostile et erratique. Brandissant follement son épée, le gobelin inondé transféra son aggro sur le sniper. Dans une telle courte portée, l'avantage du fusil est complètement annulé. Même ainsi, Seoyon n'a pas paniqué, pas même une seconde. Elle leva calmement son arme et tira. Une partie de sa confiance vient de sa confiance en Kimo, qui fait toujours le bon geste au bon moment. En utilisant Amplifie sur elle-même, le rang de colibri a été élevé du rang E au rang C pour une durée limitée. En conséquence, l'oiseau devint plus gros et plus prononcé. Sa tension est plus élevée, et la propriété paralysante est encore plus puissante. Avec un gobelin complètement étourdi dans sa ligne de mire, Yin aligna un tir brutal de 5 mètres. L'entraînement fut un succès fracassant. En ajoutant leur point de tuer, le temps restant et le bonus de réussite, le duo a marqué 649 points. Ils ont réduit leur meilleur temps de beaucoup depuis le premier essai qu'ils ont essayé, et il y a encore de la place pour l'amélioration. Avant de recommencer, Yeon demanda à son partenaire s'il pouvait démontrer à nouveau cette technique de tir magique. Après avoir passé de plus en plus de temps avec elle, Kimo réalisa à quel point cette fille est compétitive. Elle est clairement ennuyée que le boss gobelin ne soit pas tombé alors qu'elle avait la première vue dégagée. Puisqu'elle veut travailler sur des parties spécifiques de son jeu, il serait préférable de se diriger vers le centre d'entraînement. Dans le champ de tir, Kimo conçut une leçon approfondie sur une compétence appelée décharge. À l'heure actuelle, la qualité des tirs de mana de sa partenaire est de premier ordre. Cependant, elle les utilise simplement comme des outils et rien de plus, gaspillant efficacement leur potentiel. Pour démontrer avec un exemple facile, il façonna une balle magique et fit semblant que sa main était un pistolet à mana. De cette façon, il a pu montrer une démonstration plus détaillée de la libération rapide de mana avec un claquement parfaitement synchronisé. C'est le principe de base de la décharge. C'est similaire à tirer un tir de mana normal, mais saisir ces ajustements minuscules pourrait vraiment changer la technique et la puissance de façon drastique. Suivant ses instructions, Seoyin essaya d'imiter la démo du pistolet à doigt de Kimo. Quand elle essaya de l'envoyer en avant, la balle tira illogiquement vers l'arrière. Pour une grande artilleuse, elle manque bizarrement de toutes les bases. Pour abaisser un peu la difficulté, ils sont passés à simplement tirer des tirs de mana au lieu de former des balles. L'affectation de Si est de perfectionner son tir de mana pendant que Kimo prend quelque chose à manger pour le dîner. Alors qu'il était sur le point de partir, elle lui offrit une carte noire à utiliser pour payer la nourriture. D'après l'éclat de cette chose, Seoyon doit être une jeune femme riche et dégoûtante. En arrivant à la cafétéria, Kimo profita des fonds illimités et prit un peu de tout. Alors qu'il commandait au comptoir, cet épéiste, Han Somin, le remarqua de l'autre côté de la pièce. Somchin y tourna la tête et mordit la fourchette en métal qu'elle utilisait en deux. Se reprenant, c'est en fait une occasion parfaite de confirmer quelque chose qui la tracasse depuis des jours maintenant. Courant vers Kimo, elle demanda si elle pouvait voir sa main un instant. Le voleur non identifié qui a utilisé Inferno Fist lors de l'incident de stockage est toujours en liberté. Imaginez la surprise de Shin quand elle a entendu que le voleur était un expert avec la compétence Colibri, quelqu'un lié au club des voleurs. Il se trouve qu'elle connaît quelqu'un qui correspond parfaitement aux critères. Déguisant sa requête étrange en pratique de lecture de la paume, Shin était impatiente de vérifier si Kimo avait des marques de brûlure sur sa main. Il a faim d'être troublé, jouant le jeu naïf de la jeune fille. Alors, il a levé la main et a laissé Shin l'observer et le tripoter autant qu'elle voulait. Quand la première s'est avérée propre, elle a exigé de voir l'autre. Après un examen attentif, elle n'a trouvé aucun signe de brûlure. Elle était hébétée et a oublié de lâcher les mains de Kimo. Elle pensait avoir tout compris. Maintenant, c'est elle qui est troublée en fuyant cette situation embarrassante. Décidant de la taquiner un peu, Kimo a exigé de connaître son avenir grâce à la chiromancie. Plus précisément, il veut connaître l'avenir de sa vie amoureuse. Agacée par son appât à rage flagrant, elle a crié qu'il allait vivre des jours difficiles. Sérieusement. Alors que le reste du comité se détend, cette fille entêtée traque toujours les coupables. Heureusement, Kimo a bien géré cette interaction pour éviter d'autres soupçons. Le lendemain est arrivé, et le duo Kimo et Yin recommence avec un entraînement de speedrun. Cette fois, elle a opté pour 2 pistolets au lieu d'un grand fusil de sniper. De cette façon, elle pourrait bombarder et attaquer les gobelins avec un nombre impressionnant. Après s'être occupé de la petite friture, il est enfin temps de sortir les grosses armes, au sens propre du terme. Comme d'habitude,
Kimo a joué un rôle plus de soutien en spammant des colibris pour étourdir les ennemis, tandis que Y-In inflige la part du lion en termes de dégâts. Cette fois, ses tirs n'étaient pas seulement nets et mortels. Ils étaient suffisamment puissants pour déchirer les armes des gobelins sans interruption. En ajoutant le temps restant, le nombre de victimes, l'élimination du boss et le bonus de réussite, le duo a marqué 728 points. Après cette performance propre, Kimo a donné à Y-In les éloges qu'elle méritait pour avoir parfaitement intégré ce qu'elle avait appris la veille dans ses compétences de combat. Pour la première fois depuis leur rencontre dans ce train, Kimo a vu la dame endormie sourire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.